Bienvenue à tous et toutes dans À poil et sans filet, le podcast de ceux qui veulent réussir en France. Je suis convaincu qu'on grandit grâce aux sujets tabous, les sujets qu'on n'ose jamais aborder. Et c'est pour ça qu'ici, il y a une seule règle, dire la vérité nue. C'est ce que je recherche avec tous mes invités. Aujourd'hui, je reçois Anthony Morlet, un super économiste. Bonjour Mathieu. Je vais vous le présenter juste après. Déjà, je vous remercie aussi d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast. Là, je le fais un peu à la Guillaume Play de légende. Mais vraiment, c'est hyper important pour progresser et pour grandir d'avoir des abonnés et d'avoir des notes sur les plateformes d'audio. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez ce podcast, à le faire parce que ça nous permet de grandir. Et vous êtes plus nombreux chaque mois. Donc, voilà, ça me fait vraiment hyper plaisir. Mais pour récompenser mon travail, n'oubliez pas de le faire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet printanier avec notre ami Anthony. Est-ce que l'État va tuer nos entreprises, nos TPE, nos PME, nos startups dans les 5 ans à venir? On va tout faire pour que non. Voilà, on va tout faire pour que non, mais on va essayer de mettre un constat le plus clair, le plus aussi vulgarisé, compréhensible possible à nos auditeurs qui sont des gens qui veulent réussir en France, qui sont des entrepreneurs. Voilà, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Mais également, et puis comme tu le sais, moi c'est le cœur de mon métier, ce pourquoi je me lève le matin, et c'est l'objectif de Rexecode, c'est précisément d'influencer la politique économique pour le développement des entreprises françaises. Donc on est quand même pile poil dans le cœur du sujet. Super. Et bien écoute, je te présente pour les gens qui ne te connaissent pas. Moi, Anthony, c'est un des invités que j'ai préféré au club Bootstrap, qui nous a permis de beaucoup mieux comprendre la situation économique. Les membres du club, ils ont voulu qu'il revienne 2 fois même pour vous dire. Donc c'est vraiment quelqu'un, vous allez voir, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'est pas du tout le cliché de l'économiste qui prend des pincettes et qui fait attention. Et donc pour te présenter, pour moi, tu es aussi l'économiste qui monte en ce moment. Tu es expert de ABFM, tu es à la télé à peu près tous les 2 jours et tu es surtout l'un des meilleurs invités, comme j'ai dit, que j'ai reçu. Tu es diplômé aussi de la Sorbonne, où tu enseignes aujourd'hui. Tu es économiste qui est passé par la BPI, par la Direction Générale du Trésor, par BNP. Et puis depuis 3 ans, tu es économiste dans le prestigieux cabinet de conseil qui est centenaire, dont tu viens de parler, Rexecode, responsable de la France. Tout à fait, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est magnifique. Voilà, c'est parfait. C'est pour ça que tu es là. Donc aujourd'hui, l'État va-t-il tuer les PME, start-up, TPE dans les 5 ans à venir? Notre sujet, c'est parti. Première question, qui sera la question un peu à poil et sans filet du jour. Moi, j'entends beaucoup de gens, effectivement, parfois des patrons, tu vois, qui sont hyper pessimistes, qui vont dire non, mais là, ou à la télé, tu vois, l'État va être mis sous tutelle du FMI, la dette est trop importante, on n'arrivera pas à s'en sortir seul, on va finir comme les pigs, les fameux pigs, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, tu vois, après la crise de 2007-2008. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça peut vraiment arriver dans les 2 prochaines années en France? Absolument pas. Et je suis très sincère en vous le disant, il n'y a aucune chance, et je vais y revenir, que le FMI intervienne. Mais ce qui nous arrive, étonnamment, c'est presque pire que d'avoir une crise de la dette. Alors, je suis volontairement provocateur en vous disant ça, parce que si on avait vraiment une crise de la dette, comme la Grèce a pu le connaître au moment de la crise de la zone euro, donc juste après les subprimes en 2011-2012, ça serait juste une horreur pour la France. Vous perdez un tiers de votre niveau de vie. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire faillite? Déjà, il y a plusieurs points. C'est que la France ne va pas encore assez mal. Elle va trop bien, encore, à l'heure où on se parle. Et c'est vrai. Oui, on a un déficit public énorme. Je ne rentre pas dans des concepts compliqués, mais quand vous prenez nos comptes extérieurs dans leur globalité, on n'est pas loin de l'équilibre. Donc on peut amuser à se faire peur. Oui, on a un déficit public qui est abyssal. Oui, on sait qu'il y a un mur de la dette. Personne, au passage, ne connaît la distance au moment, avec le choc que l'on pourrait connaître. Mais on n'est pas du tout dans la situation ni de l'Espagne, ni du Portugal ou de la Grèce d'il y a 10 ans. Donc ça faut quand même se le retirer de la tête. Deuxièmement, la France, elle est trop importante, c'est too big to fail. Quand vous êtes trop gros, à la fin, c'est même vos prêteurs qui finissent par avoir peur que vous fassiez défaut. Donc en fait, il n'y a pas de risque qu'on fasse défaut, ne serait-ce que parce que ceux qui nous prêtent ne veulent pas qu'on fasse défaut, parce que sinon, ils tombent avec nous. Donc ça paraît bête, mais c'est un lien presque. Ils aimeraient qu'on se réforme, ça, oui, mais nous faire défaut, pas du tout. Ils se posent la question de pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas alors qu'on est dans une situation inquiétante. Et le dernier point, et c'est peut-être celui-là, par contre, le plus inquiétant, au fond, c'est qu'on est dans une forme d'étranglement progressif. On n'est pas dans une crise et on ne va pas connaître de crise dans 2 ans. Mais on manque chaque année un peu plus d'air. C'est un peu l'histoire du nœud coulant. On est en train de serrer la corde. Et ce qui est effrayant, c'est qu'on ne réagit pas alors qu'on voit bien que la contrainte quand même budgétaire est de plus en plus prégnante. On n'arrive pas à contrôler l'envolée de la dette publique. Au bout d'un moment, ça va finir par se payer par des taux d'intérêt extraordinairement élevés. Donc c'est ça un étranglement. C'est qu'à la fin, tout votre budget il est absorbé par rembourser des charges d'intérêt et vous n'avez plus de place pour faire autre chose. C'est un peu ce qui guette la France. Donc
le sujet, justement, c'est de ne pas crier au loup, parce que quand on dit qu'on va faire faillite demain, comme ça n'arrivera pas, on passe pour des gens pas crédibles. En revanche, il faut bien parler d'un moment où il n'y aura plus beaucoup d'air qui va passer, et là, ça devient dangereux, parce que clairement, les entreprises ne peuvent pas vivre dans un environnement où il y a plus d'air. Et puis, il faut se réveiller à temps, c'est-à-dire que si on ne fait pas de réforme, honnêtement, la trajectoire française, elle est explosive. Je le dis, encore une fois, c'est pas pour être alarmiste, elle est explosive de fait. Maintenant, c'est... Voilà. Mais qu'est-ce qui peut se passer du coup? Parce que si tu dis que, effectivement, alors c'est hyper intéressant ton explication que nos prêteurs ont tellement besoin de nous et qu'on ne fasse pas défaut parce que sinon ils tombent avec nous, du coup ça va pas se passer. Mais qu'est-ce qui peut se passer alors du coup? Mais tu vois, aujourd'hui, on emprunte quand l'État roule sa dette et fait un emprunt à un horizon de 10 ans d'obligation. Aujourd'hui, on paye 3,4%, je crois, ce matin, sur la dette publique. Bah, ce qui va se passer, c'est que si on ne fait rien, bah, dans 2 ans, ça sera plus 3,4%. Ça sera 4, l'année d'après 5, 6, jusqu'à un moment donné où il y a des taux d'intérêt qui sont asphyxiants et les seules charges d'intérêt, comme on a une dette énorme, toutes nos dépenses publiques passent dans le remboursement de la charge d'intérêt. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus financer l'éducation, on ne peut plus financer la santé. Donc c'est ça l'étranglement progressif, c'est que chaque année on peut faire de moins en moins de choses, le pays se dégrade, les fondamentaux se dégradent, et c'est ça qui nous guette en fait, c'est un petit peu la lente agonie, et il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Et c'est encore plus vicieux parce que quand vous prenez un choc dans la tronche, vous vous réveillez, ou quand vous voyez la distance avec le mur, vous vous dites, bon là, il faut quand même tourner, parce que sinon on se plante. Mais quand c'est une lente agonie, si vous voulez, à chaque fois c'est un peu plus, mais on ne le voit pas, on le perçoit difficilement. Or, c'est précisément ça qu'il faut arriver à juguler. Et moi, je suis assez inquiet parce qu'on s'habitue, en quelque sorte, au déclassement. Et, alors, on sent la colère qui monte, hein. Il suffit de voir quand même les sondages aux élections présidentielles de 2027. Enfin, je veux dire, la colère des Français, elle est là. Mais il y a une forme d'accoutumance au fait de se déclasser, et moi j'aime pas ça, je veux une France debout, et on sent qu'on perd un tout petit peu d'énergie vitale, et voilà, et encore une fois ça passera par des réformes, et on va y revenir tous les deux. Le problème des réformes, c'est que personne ne veut en faire, personne ne veut faire d'efforts, et la réalité, c'est que tout le monde va devoir faire des efforts, mais des vrais, les efforts ça fait rire personne, hein. Parce que il y a un peu le mythe de on peut se réformer gratis, on peut raser quelqu'un sans que ça coûte, non, ça va faire mal à tout le monde, il faut arrêter de croire qu'on va préserver Pierre, Paul, Jacques, tout le monde va devoir passer à la caisse d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est pas marrant. Mais quand l'effort est collectif et qu'on s'y met tous en même temps, c'est quand même autrement plus encourageant et engageant pour redresser la barre que d'essayer de faire croire qu'il existerait une solution indolore. Tu vois, ça c'est le... Alors, de toute façon, les réformes, effectivement, j'ai eu la chance de discuter avec Renaud Dutreil, qui est l'ancien ministre du Travail, qui a permis la transmission des entreprises. Il disait voilà, les politiques, le politique est un être rationnel. Et aujourd'hui, c'est 3 ou 4 Français sur 10 qui financent le système pour 6 ou 7 Français sur 10. Donc, tu vas certainement pas faire des réformes qui sont bonnes. En particulier, en premier lieu, pour les 3 ou 4 sur 10, parce qu'en fait, les 6 sur 10, ils veulent pas faire d'efforts. Enfin, tu vois, ils profitent d'un système, ou alors ils sont pas concernés par ce système parce que à la retraite, parce que peut-être au chômage, peut-être parce que plein de raisons, tu vois. Mais Ce que tu dis est très, déjà, important et inquiétant. C'est qu'on est rentré dans un système, et je ne vais pas commencer à dénoncer le modèle social français, même s'il y a beaucoup de choses à dire, et pour moi, il est extraordinairement dysfonctionnel. Mais aujourd'hui, tu as plus de personnes qui bénéficient en net de la dépense publique, ça veut dire qu'ils reçoivent plus de l'État qu'ils ne sont prélevés, que de gens prélevés. Et donc, en fait, le problème, c'est comment veux-tu trouver une majorité pour réduire les dépenses publiques au sens large, parce que c'est ce qu'il faut faire pour résorber nos déficits, quand tu as une majorité des gens qui en profitent en net. Ben non, tout le monde va te dire, mais je tire la couverture vers moi, et c'est pas à moi de faire des efforts. Et donc on tombe dans quelque chose, on le voit bien avec les retraites, on a un débat qui est absolument dingue, où il serait complètement légitime et complètement normal de demander un effort aux retraités qui sont en France par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens, bien mieux lotis, et on voit bien que c'est inacceptable politiquement. Pourquoi ? Parce que ce sont les retraités qui votent majoritairement et qui ont fait élire Emmanuel Macron. Pour moi, tant qu'on ne sort pas de cette logique très électoraliste où qu'on n'a pas le courage de se dire les choses, ça ne peut pas fonctionner. Et il y a un moment donné, il y a des politiciens qui vont devoir regarder les retraités dans les yeux en leur disant « Vous voyez bien qu'actuellement, les actifs sont vraiment sous une pression fiscale absolument délirante et qu'on ne peut pas continuer de financer des transferts intergénérationnels de cette ampleur et que le travail ne paye plus. » Je crois que tu voudras en parler ensemble. Bien sûr, on va en parler juste après. Il va falloir le dire. Et pour l'instant, on n'a pas ce courage-là. C'est nécessaire. Sinon, on n'y arrivera pas. Et donc là, selon toi, on est complètement dans une crise structurelle versus conjoncturelle, c'est-à-dire autrement dit, c'est pas un passage, c'est que tant qu'il n'y aura pas des réformes importantes de mise en œuvre, on ne sortira pas d'une forme de crise, quoi. C'est évident, et c'est le paradoxe, c'est que conjoncturellement, on va pas si mal. Tu regardes la croissance française, cette année, on va faire 0,9, tout le monde attendait en dessous, l'année prochaine, on va faire à minima 1. L'activité, elle tourne en France.
contrairement à ce qu'on dit, il y a de la croissance. Pas partout, ça on peut se rendre, il y a des secteurs qui vont pas bien, mais objectivement, le pays croît. Donc c'est ça le pire, c'est qu'en plus, si on était éventuellement dans une grosse récession, dans les moments de crise, on peut faire accepter beaucoup plus d'efforts. Mais là, quand au fond, l'activité, elle tourne peu ou prou, qu'on a des secteurs, on va y venir aussi, notamment dans ce qu'on pourrait appeler la tech à la française, qui tourne, qui continue de porter le pays, on se dit pourquoi au fond on consentira à faire des efforts. Et donc, comme tu dis, s'attaquer à l'os, à la racine des réformes structurelles, on ne veut pas y aller. Et on fait un refus d'obstacle. Il faut le dire, la France, c'est en permanence un refus d'obstacle, de ne pas voir la vérité, de mettre la poussière sur le tapis, et on se dit on trouvera toujours quelqu'un pour financer notre dette publique. Et c'est un peu, moi, il y a une citation de Raymond Barre que j'aime beaucoup. Pourquoi je te cite Raymond Barre? Parce que c'est lui qui a créé Rexecode dans sa forme actuelle dans les années 80. Et celui qui était imité dans les Guignols. Exactement, et qui est le dernier grand économiste qu'on a eu au ministère de... parle avec une patate dans la bouche. De l'économie, tout à fait. Donc ça, c'est... Et il disait la chose suivante, il faut que les Français arrêtent d'emprunter, enfin, arrêtent de dépenser toujours plus, de travailler toujours moins et de faire de la dette sur la différence, c'est-à-dire de financer l'entre-deux par du déficit public. Il a un peu raison, c'est-à-dire qu'à la fois on promet toujours plus d'un côté que l'État va investir tous les secteurs, on nous dit qu'il faut mettre plus d'argent dans l'éducation, ce qui en plus je pense est vrai, dans la santé, ce qui là pour le coup se regarde beaucoup plus, dans les retraites, dans tout ce qu'on veut, et en parallèle on nous dit mais on peut réduire le temps de travail, on peut faire toujours moins, ça ne peut pas boucler, et ça tout le monde le sait, toutes les personnes un peu rigoureuses le savent, pour le coup là c'est assez mathématique. C'est juste qu'on ne peut pas se dire la vérité et que politiquement, c'est toujours chouette de dire aux gens, mais regardez, je vais servir tout le monde va y gagner. On sait bien que c'est pas vrai. C'est faux. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans un jeu à somme nulle. Quand on déshabille Pierre, on habille Paul. À la fin, on peut quand même globalement tous sortir par le haut, mais il faut quand même se dire que des fois, il y a des arbitrages à faire. Alors, écoute, c'est super intéressant que tu dises que, in fine, il y a de la croissance en France, 0,9, probablement 1 l'année prochaine, etc. Donc la situation ne va pas si mal. En revanche, moi, j'ai le ressenti, tu vois, même de mes amis entrepreneurs. Alors, moi, c'est plutôt des amis qui sont entrepreneurs dans la tech, mais pas que. Hein, tu vois, j'ai aussi des potes qui sont des PME en province, etc. Tu vois, ou même, je pense, si tu demandes au coiffeur du coin de la rue qui est étouffé par les impôts locaux ou par le fait qui a peur que le PLF augmente les dividendes et que lui, il se paye un peu comme ça parce que sa boîte tourne, etc. Tu vois, c'est quoi la réalité derrière ça? Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un décalage entre secteurs et du coup lequel, tu vois, c'est quel secteur qui fonctionne mieux versus les autres et du coup est-ce que c'est ce dont je te parle, c'est juste un ressenti et pas de la réalité, enfin tu vois, c'est quoi le truc? Tu sais, la problématique de l'économie et la problématique de mon métier, c'est que moi je raisonne en moyenne toujours. Et si tu veux, même dans un secteur qui va super bien, tu peux toujours trouver un entrepreneur qui, lui, parce que malheureusement, les choix n'ont pas forcément été les bons, et puis il y a un peu de malchance dans cette affaire, pour lui, ça ne tourne pas du tout. Donc la science de la moyenne, on sait bien que ça ne représente personne. Mais quand même, à la fin, ça t'englobe une tendance. C'est ça le sujet. Quand tu regardes en France la croissance, parce que faut bien avoir en tête un point qui a été monstrueusement surjoué, et je pense que ça inquiète beaucoup les entrepreneurs, et c'est très nocif, c'est qu'au moment où on a commencé à avoir de l'instabilité politique, donc au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, tout le monde a titré, et les économistes y ont contribué quand même assez gaiement, à dire en gros c'est la fin du monde, la croissance française va s'effondrer, les investissements zéro. C'est pas ce qu'on a vu. C'est vraiment pas ce qu'on a vu factuellement. Je veux dire, là, pour le coup, sur des données qu'on peut observer d'entreprises. Donc la croissance, elle a tenu, mais là où tu as raison, quel secteur ? Le secteur qui porte le plus la croissance, c'est le tien et probablement celui de beaucoup de ceux qui nous écoutent. Quand tu regardes entre donc, le deuxième trimestre 2024, qui est le moment où on fait la dissolution de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, donc le troisième trimestre 2025, tu t'aperçois que ce qui a porté la croissance dans les secteurs, c'est ce qu'on appelle information-communication. C'est les logiciels, les bases de données, la tech à la française, les services aux entreprises, tu retrouves là aussi un peu de ça, et les services financiers et assurantiels. Et ces trois secteurs-là, ça te fait 25% du PIB français. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais des services à haute valeur ajoutée, c'est 750 milliards d'euros. Valeur ajoutée. Donc c'est colossal. Donc on a quand même un écosystème de justement, j'aime bien ce terme de tech à la française, qui est bien sûr pas comparable du tout avec ce qu'on voit aux États-Unis, mais quand on se compare en Europe, c'est nous qui avons l'écosystème le plus dynamique. Ça a porté le PIB depuis 1 an et demi. Et donc ça va de, je sais pas, OVH Cloud à Mistral, en passant par la PME de Publicis pour les plus grands, mais en passant par toutes les PME. Aussi. Bien sûr. Moi, il n'y a encore pas si longtemps, pour ne dire avant-hier, j'étais à une intervention qui était
organisé par l'Express, qui était absolument génial, autour d'un mouvement trop c'est trop, en tant que les patrons en ont ras-le-bol justement d'être taxés, mais on rencontre quand même des patrons de PME, là il y en avait partout, je pense notamment à un entrepreneur qui venait de Nantes, il a une PME aujourd'hui qui fait 40-50 personnes, le type me dit moi je fais 40% de croissance l'an. Donc il en avait à la fois marre de voir le pays quand même se déliter, parce que puis il voit bien que aujourd'hui on veut attaquer sa holding via des prélèvements sur sa trésorerie, enfin, l'État commence à aller chercher de l'argent partout où il peut, mais lui te dit si on me laissait faire, moi je ferais de la croissance, c'est-à-dire que ça marche. C'est simplement que je ne veux pas que mon environnement dans lequel j'évolue se dégrade, parce que là, pour le coup, je vais avoir des problèmes. Donc c'est plus une inquiétude qu'aujourd'hui une réalité. Mais ce qui est vrai, mais ce qui est ressenti probablement par les entrepreneurs, c'est qu'on est en train de changer les règles du jeu, et dans le mauvais sens. Et ça, c'est hallucinant que collectivement, on ne comprenne pas que si on pénalise fortement les entreprises, ça va forcément mal se terminer. C'est du b.a.-ba, quoi. Et ça, on a beaucoup de difficultés à le comprendre. Et les ménages eux-mêmes ne font pas le lien en se disant, moi, je suis un consommateur, mais je suis aussi un salarié. Et si mon entreprise, on la massacre, c'est mon emploi à la fin qui va disparaître. Et il faut absolument que les ménages fassent le lien en disant, si on tape salarié versus patron, mais ça n'a aucun sens. Le patron, quand il se lève tous les matins, son seul objectif, d'ailleurs, il voit bien au-delà de sa propre personne, c'est d'emmener le bateau collectif dans lequel il est. Il a ça sur les épaules tous les matins en se disant comment je fais pour soit croître, soit à minima continuer de ne pas péricliter. Donc il faut être beaucoup plus collectif dans l'approche et arrêter de penser que l'entreprise est un espèce d'agent dont on ne sait pas trop où, sur lequel on pourrait prélever tout ce qu'on veut et que ça n'a pas d'impact. C'est juste faux. Et ça, il y a beaucoup de gens, me semble-t-il, dans le débat public qui ont contribué à nourrir ce sentiment que sur les entreprises, on peut y aller, on peut raser gratis. Pourquoi ? Parce qu'elles ne votent pas, les entreprises. Voilà. Et moi, si j'ai un point à dire à tous les entrepreneurs... Mais contrairement aux US, où en fait d'ailleurs on peut avoir des grands donateurs pour les républicains, les démocrates, qui sont des entrepreneurs et je pense qu'ils mettent les fonds aussi de leur boîte ou perso, mais issus de leur boîte. En France, la règle, c'est 7 500 € par Français pour un parti politique. Et c'est par Français, tu n'as pas le droit de payer avec ta boîte. Donc en effet, tu as raison, c'est pour ça qu'on est aussi peu pro-entrepreneurs, c'est que les entreprises ne payent pas le système électoral. Tu appuies sur l'endroit où ça fait mal, c'est que même les entreprises en France n'ont pas pris l'habitude de financer leur défense. On a besoin, quand tu vas en Allemagne, les entreprises, elles financent une multitude d'instituts qui, parce qu'elles n'ont pas le temps forcément d'aller défendre dans le débat public leur position. Donc on peut avoir des porte-paroles. Nous, c'est un no rôle typiquement, mais il faut qu'en France, on prenne la culture de cette défense de l'entreprise beaucoup plus largement, parce que c'est beaucoup plus coûteux d'assumer les conséquences de mauvaises politiques économiques en défaveur des entreprises que de financer dans la durée, pas sur des montants forcément extraordinairement considérables. Mais ça, cette culture-là, elle doit changer. Et les entreprises qui nous disent un peu « vivons heureux, vivons cachés », on voit bien qu'à la fin, ça va leur coûter très cher si elles continuent de se dire je me détourne au fond de ce qui est en train de se passer dans les sphères de la création de la politique économique, parce qu'à la fin, ça impacte tout le monde. Puis c'est vrai qu'avec Macron, on a été habitué, donc le premier mandat, à avoir une politique plutôt pro-entreprise. Donc il y en a beaucoup qui se sont dit, il n'y a plus besoin de faire d'efforts, Macron et son gouvernement vont porter les bonnes mesures pour nous et on se désengage un peu. Mais en fait, tout change très vite. Le vent change de sens à une vitesse folle. Donc quand on parle de financer sa défense, c'est dans la durée. Et réapprendre à expliquer ce que c'est l'entreprise, son rôle, ça crée de la valeur ajoutée, qu'en aide, ça apporte aux finances publiques. Tout ça, il y a besoin de pédagogie absolument monstrueux. De toute façon, on va parler juste après tous les deux de la question brûlante de la taxe Zuckman, et puis du coup, est-ce que taxer les riches, est-ce que taxer les entrepreneurs, c'est rendre moins pauvres les autres ? Je pense que tu as un avis, mais on en parlera juste après. La question qui me vient quand même par rapport à ce que tu as dit sur les secteurs, c'est que j'ai le sentiment, je pense que c'est le sentiment de beaucoup de Français, que la Startup Nation est morte, tu vois. C'est-à-dire, effectivement, Macron, on a tellement fait des caisses sur la French Tech, on met en avant toutes les startups. La réalité statistique des startups, moi je la connais par cœur, c'est 9 sur 10 qui meurent, tu vois. Donc, et d'ailleurs, les fonds d'investissement VC, capital à risque, ils parient sur ça. C'est-à-dire, ils parient sur le fait que leur ROI, tu vois, leur rendement, il va venir de une boîte qui va faire x20, x50, et les autres, si elles vont vivoter ou parfois mourir, c'est pas très grave, tu vois. Et du coup, quand tu me dis c'est la tech à la française, je suis assez surpris parce que spontanément, moi, j'aurais presque envie de répondre non, en fait, c'est le luxe, c'est l'artisanat, tu vois, c'est les petites PME, etc. Tu vois. Donc, en fait, soit tu dis que plutôt c'est l'inverse. Il faut quand même continuer à parier sur ces boîtes-là, sur l'IA, etc. Mais bien sûr. Je mets les pieds dans la mare. Mais tu as parfaitement raison. Et alors, oui, et je signe. Je signe et je resigne. Il y a 2 points. D'une part, le problème d'Emmanuel Macron et le problème de tous les gouvernements qui ont quand même succédé, c'est que c'est un peu les rois de la com. Et en fait, les entreprises, elles n'ont pas besoin de com. Elles ont besoin d'un environnement compétitif. Point. Le reste, on s'en fout.
Et dire Startup Nation ou tous les qualificatifs qu'on veut, c'est enjoliver un terme dont on sait qu'il va être dévoyé, donc ça n'a strictement aucun sens. Une bonne politique économique et une politique de l'offre, c'est faire en sorte que les entreprises qui produisent en France soient pas plus taxées qu'ailleurs, qu'on leur donne une main-d'œuvre qualifiée et compétente et qu'elles puissent se développer, a fortiori sur le territoire national et encore plus international. Point. Donc il n'y a que ça qui compte. Après, il faut arrêter Aujourd'hui, on est quand même les rois de la com en France. Il faut sortir un peu de ça. Il faut être dans des actes très concrets, quoi. Je veux dire, une bonne baisse d'impôts, ça vaudra toujours mieux que de faire Choose France. Voilà, faut quand même être assez clair là-dessus. Deuxièmement, le principe des startups et ce qu'on n'accepte pas en France et en Europe, mais ça c'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce qu'on est riscophobe, on a peur du risque. Le propre de l'innovation, c'est un 100 mètres où tu as plein d'entreprises au départ et il n'y en a qu'une qui passe la ligne d'arrivée en premier. Donc il faut accepter que le propre de l'entrepreneuriat et de l'innovation, c'est que des entreprises meurent tous les jours, mais d'autres se recréent en permanence. Donc d'une part, il faut encourager la création, parce que ce qu'il ne faut pas, c'est qu'évidemment le tissu meurt et qu'il n'y ait pas de nouvelles entrantes, mais c'est en permanence ça. Il ne faut surtout pas voir les entreprises comme un tissu immobile qui ne bouge pas, et ce n'est pas du tout les mêmes entreprises qu'on a aujourd'hui et qui tirent la croissance en 2025 qu'il y a 10, 20 ans. Aujourd'hui, on a plein de nouveaux entrants, plein de PME qui continuent quand même d'afficher des croissances qui sont impressionnantes, et d'autres malheureusement qui ont des résultats effectivement beaucoup plus dégradés pour le coup. Mais c'est ça l'innovation, c'est accepter de faire des nouveaux entrants. Certaines vont exploser par le haut, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'elles ont trouvé le bon marché, le bon segment, la bonne innovation. Et puis on a plein qui malheureusement, et les entrepreneurs le savent bien mieux que moi, c'est avant de réussir, souvent il y a plein d'échecs. Enfin, c'est dur du premier coup de sortir l'entreprise qui, voilà, très souvent on doit accepter de tomber plusieurs fois avant. Et pourquoi on a un problème avec ça en France ? Parce que comme je te le disais, on a un problème avec le risque. Les Américains, ils sont vraiment dans cette idée de dire mais on peut mourir 10 fois, c'est pas grave parce que la 11e ça va marcher. Nous, on se dit quand on a échoué une fois, oh là là, qu'est-ce qui nous arrive ? On se met à réfléchir 10 ans sur pourquoi ça n'a pas marché. On refait le film. On adore refaire le film en permanence. On a des entreprises qui ferment en France actuellement. Moi, je suis né dans l'Orléanais, on a Brand qui vient de fermer. Ouais. On refait le film sur toutes les chaînes d'infos. C'est bien de tirer les constats, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne parle pas du tout de ce qui marche, de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux par ailleurs. On est très orienté autour des problèmes, des pessimistes, quoi. Ouais. Et ça, c'est un état d'esprit quand même assez défaitiste. Les Américains ne sont pas là-dedans, ils peuvent dire il y a des pans entiers qui s'effondrent, c'est pas grave, je vais te faire monter une tour à côté. Ils sont vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus conquérant et on doit réapprendre. Mais ça passe aussi par le financement, tu le vois bien, c'est que les ménages français... ils sont tous, et c'est européen, quand je te dis français, en fait, c'est l'Europe. On est un vieux continent là-dessus. On n'arrive pas à financer les jeunes entreprises. On aimerait avoir, je veux dire, du private equity où on fait des levées de fonds complètement énormes et on a l'épargne pour le faire, mais on a des ménages qui sont monstrueusement frileux. Et puis, il faudrait trouver peut-être un peu de l'intermédiation financière, peut-être mieux ficelée, qui fasse la jonction entre justement le besoin côté entreprise et les ménages, peut-être faire évoluer un peu l'architecture financière. Mais fondamentalement, il faut qu'on dise aux ménages, mais si vous ne financez pas vos pépites, faut pas rêver. Forcément, on va être dominé par les Américains et les Chinois. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'aux US, par exemple, les ménages, donc les particuliers américains, placent leur argent plus facilement dans des fonds technologiques, dans des fonds qui vont mettre de l'argent. Et parfois même sans le savoir. Je vais te dire, c'est que certains le font délibérément. Ouais. Exactement. Il y en a ta retraite, tu mets de l'argent pour ta retraite dans un livret, enfin dans un placement quelconque, et en fait cet argent-là, il est investi dans l'économie d'innovation aux US, exactement. Alors qu'en France, il va être beaucoup plus placé sur des obligations, des fonds euros, des machins, de la dette française. Voilà, les assurances vie, quand les fonds euros, le gros, c'est du financement de dette publique. Alors c'est vrai que si on réoriente une partie de l'épargne en France de la dette vers les entreprises, l'État va avoir un petit sujet pour se financer. Il va falloir qu'il commence à être plus sérieux. Mais si on ne le fait pas, on ne peut pas à la fois se plaindre d'avoir deux grands géants dans l'univers désormais qui sont la Chine et les États-Unis et nous pris en étau entre les deux et ne pas accepter de faire bouger nos règles du jeu. On a un vrai problème, c'est qu'on veut absolument se sortir de cette situation de déclassement collectif parce que là, pour le coup, c'est pas que la France, c'est vraiment l'Europe. Et en même temps, on nous dit non, mais on veut strictement rien changer à la manière dont on fonctionne. Pas possible, à un moment donné. Voilà. Puis tu as dit un truc qui est assez... Tu parles de Brandt qui a fait la une des médias parce qu'en fait, effectivement, c'est une marque d'électroménager emblématique, centenaire, je crois, et qui a fini par mourir là récemment. Tu dis c'est un truc... en fait, les Français veulent faire du Made in France, mais dès qu'ils le peuvent, en fait, tu te rends compte qu'ils achètent sur Amazon, ils achètent chinois, et en fait, en réalité, Brandt, il a connu le même sort que tous les autres. C'est-à-dire que les gens, on s'étonne de ce qui se passe, mais les gens n'achètent pas les produits français parce qu'ils sont plus chers, parce que sais-je, tu vois. Je vais être extraordinairement provocateur là pour le coup, mais c'est pire que ça. Ils n'en ont rien à cirer. Par contre, ils se plaignent des conséquences. C'est-à-dire que tout le monde s'esclave quand une usine ferme.
par un, se poser la question quand même de est-ce que moi, avec mon comportement de consommateur, j'ai pas contribué quand même gentiment à ce qu'on en arrive là. On passe notre temps à dire le Made in France, c'est plus cher. C'est vrai qu'on a des coûts de production, objectivement, qui sont beaucoup plus élevés. Est-ce que sur certaines productions, on est nettement plus cher ? Oui. Mais est-ce que sur certaines productions, on est compétitif ? Oui aussi. Moi, je suis désolé, quand je vois le slip français qui nous sort un t-shirt Made in France, 100% coton, à 7 €, ne peut pas me dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits pour compresser les coûts et que c'est inaccessible pour un ménage français. Ça, pour moi, c'est inaudible. Donc il y a quand même des entrepreneurs français qui font un boulot de zinzin, de dingue, pour vraiment être compétitifs. Là, le consommateur, s'il ne suit pas ça, il porte quand même une partie du fardeau. Et pour être de nouveau provocateur, on peut faire un petit travail ensemble. Tous les élus locaux qui se sont plaints, là, qui ont sorti des mots invraisemblables, on va chez eux, on regarde la plaque de cuisson. Tu penses que c'est Brandt ? Voilà. Bon. Donc là, il y a un moment donné, c'est facile aussi de en permanence nous dire c'est un scandale, c'est l'État, c'est un tel, on n'a pas fait, machin. Allons voir dans les ménages. Est-ce que même les élus locaux qui pourtant la connaissaient bien l'entreprise ont fait l'effort dans leur cuisine d'acheter du Brandt ? La réponse c'est que très souvent non. Donc il faut quand même arrêter. Regarde un peu tous les cadres supérieurs. Est-ce qu'ils roulent en voiture française ? Pas spécialement. Donc le côté patriote, il est facile quand ça ferme, mais dans les achats du quotidien, il ne se passe rien. C'est incroyable, c'est triste. Mais ça, on doit se faire violence. C'est pas compliqué. Mais c'est dur de lutter contre soi-même. Ça veut dire parfois, on va pas se mentir, payer un peu plus cher, oui, mais c'est aussi le prix de nos emplois, c'est le prix de la valeur ajoutée. C'est parce qu'on maintient du tissu qu'on sera capable d'aller plus loin, mais ça ne peut pas marcher. Une phrase, moi, que j'aime bien, c'est on peut pas soutenir le Made in France la semaine et acheter chinois le week-end, parce que sinon, là, l'équation, elle dérape complètement. Et donc, nous, on se regarde pas. C'est notre problème un petit peu. Quand je te le disais, on n'arrive pas à faire des réformes. On veut pas se regarder dans la glace. On pense toujours que c'est le voisin, que c'est l'autre, que c'est l'État, que c'est... Tout le monde doit se regarder un peu en disant... au bout du compte, qu'est-ce que moi je peux faire ? Et est-ce que je suis le premier à râler en me disant est-ce que j'œuvre vraiment dans le bon sens ? Et très souvent, on se dit il y a plein de petites choses qu'on peut faire, pas trop coûteuses, et qui en réalité amènent le pays dans la bonne direction. C'est la fameuse phrase on se demande toujours ce que l'État peut faire pour nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Oui. Qu'est-ce que le pays peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour le pays, quoi. Complètement. En effet, c'est une question de patriotisme économique, et tu as raison, c'est une espèce d'hypocrisie générale où on n'achète même pas nos propres entreprises, on s'étonne à la fin que ça Exactement. coûte, quoi. C'est triste. Mais du coup, en tout cas, c'est intéressant. Toi, ce que tu dis pour tu vois, notamment les entrepreneurs, les indépendants qui m'écoutent, les entrepreneurs de PME, de start-up, etc., ils vont se dire, est-ce que je dois faire le pari plutôt de l'IA, ou est-ce qu'il faut que je reparte sur ou est-ce qu'on a déjà perdu la course à la tech par rapport aux US ? Toi, ta réponse, c'est plutôt si, ça porte la croissance, il faut continuer à investir là-dessus et continuer à être optimiste. Stop, accordez-moi 1 minute. Alors cette année, j'ai décidé d'accompagner en coaching 7 fondateurs d'entreprises pour développer leur entreprise, si possible en bootstrap, donc en s'autofinançant. Alors comment je fais ça ? J'utilise ma force unique qui est de connaître par cœur l'humain derrière le CEO, ce qui vous empêche de dormir la nuit et toutes les questions que vous vous posez. Parce que j'ai accompagné depuis 5 ans avec le Club Bootstrap 150 CEO de boîtes entre 2 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, je vais vous accompagner aussi sur mes forces à moi, c'est-à-dire la vente B2B, le personal branding, comment recruter et puis de manière générale, comment bien vous entourer. Et vous bénéficierez aussi de mon réseau. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir une petite conversation comme je les ai dans mon podcast, eh bien, pinguez-moi sur LinkedIn et je serai ravi qu'on échange et de voir si on peut bosser ensemble. À bientôt, Mathieu Leland. Oui, puis il y a une fenêtre de tir formidable. C'est pas que l'IA, c'est tous les produits qui vont être made in France aujourd'hui, on se rend quand même compte, et c'est d'ailleurs pas pour rien que je pousse un petit peu ce coup de gueule, c'est qu'on voit bien que les ménages commencent à être un peu le cul entre deux chairs, permettez-moi l'expression, sur justement leur inconsistance à eux-mêmes consommer français. Donc il faut absolument maintenir une campagne féroce, de leur faire comprendre qu'on a besoin d'un bout de souveraineté. Et là, toutes les PME qui vont produire des solutions françaises, qu'elles soient servicielles ou du bien, en brandant ça correctement, en disant là vous achetez un bout de la France, c'est ça. Là, je pense qu'il y a vraiment des gisements de croissance à aller chercher. Et même la commande publique, on voit bien qu'on est en train de se dire peut-être que les dépenses des collectivités locales, ça serait pas mal si elles étaient orientées davantage sur des produits de l'Union européenne ou a fortiori français. Donc on en vient, il va y avoir une demande pour les produits français. Et là, il faut qu'on ait mais on les a, mais des super entrepreneurs qui nous proposent en plus des biens, des services qui sont compétitifs. Parce qu'évidemment, le challenge, c'est d'éviter d'avoir des niveaux de prix ou de coûts qui sont 30, 40, 50% au-dessus. Parce que là, c'est vrai que l'équation sera très difficile. Mais il y a plein de segments sur lesquels on est capable d'être compétitif, où on n'a pas besoin de solutions importées. Et on est capable de gagner l'échelle. Parce qu'en plus, si vous êtes vraiment grand sur le marché français, derrière, ça vous permet d'avoir les épaules pour aller au niveau européen, voire aller au niveau mondial. Donc c'est vraiment ça le sujet. Je pense qu'on est quand même dans un moment où dans les moments difficiles, tu as des fenêtres de tir, il faut l'exploiter. Mais tu vois, c'est marrant parce que je parlais avec un entrepreneur du numérique d'Alain Garnier, d'ailleurs, qui est depuis 30 ans dans la tech et qui est très souvent à Bercy. Et on se disait, mais tu vois, les collectivités locales,
les administrations locales, les mairies même parfois. On va vachement avoir des programmes pour encourager les jeunes startups du numérique, pour qu'elles progressent, etc. On va mettre des subventions. Mais ensuite, quand il va faire une commande publique, elles vont prendre Amazon, elles vont prendre Microsoft, elles vont prendre toutes les boîtes américaines et elles vont même pas prendre les solutions françaises qu'elles ont encouragées à faire venir. Enfin, Oui. et ça, c'est Une schizophrénie c'est une complète. schizophrénie totale. Tout à fait. Tu vois, même au Il plus faut haut qu'on niveau, en fait. réapprenne à faire de l'innovation aussi. Ça veut dire Nos que- données médicales et tout, elles sont arrachées pelle en tire, tu vois. Mais bien sûr. Bah non. Mais en même temps, on se dit ça, est-ce que ça va être très difficile de sortir de la vassalisation américaine sur les données? Oui, il faut pas se mentir, je vais pas commencer à dire que dans 2-3 ans, on en est sorti. C'est pas du tout la vérité. Mais est-ce qu'il y a quand même une demande de fournir des solutions capables d'être un substitut? Oui. Là, c'est un marché que les Français doivent absolument prendre. C'est-à-dire tout ce qui peut se substituer à des solutions existantes et où on est capable, nous, d'avoir quelque chose de performant, mais qui permet d'être local, là, c'est génial. Enfin, je veux dire, je n'espère qu'une chose, c'est que ça arrive. Donc soutenons nos PME, Bah oui, nos startups, etc. évidemment. En étant déjà, en consommant déjà français, quoi. Complètement. Parlons un petit peu, tu vois, de cette catégorie socio-professionnelle un peu particulière dont font partie en particulier mes auditeurs, qui sont ce qu'on appelle peut-être les patrons, tu vois, du petit patron au grand patron. Euh, euh, Est-ce que c'est la CSP la plus inégalitaire de France? Parce qu'en effet, tu vois, il y a rien à voir entre Bernard Arnault et le coiffeur du coin, ou même l'indépendant qui nous écoute, qui est consultant voilà, ou coach, ou que sais-je. Est-ce que c'est la plus inégalitaire de France, tu dirais? Tu vois, ta question, elle me fait rire parce que c'est impressionnant déjà à quel point en France on a ce prisme. Même toi qui pourtant, je me doute, tu n'es pas obsédé par ces questions-là, mais on en vient toujours à se poser la question des inégalités. C'est quand même un truc assez très français, c'est-à-dire on se dit pas tant mieux qu'il y ait des très grands et tant mieux aussi qu'il y ait plein de petits, mais on se dit est-ce que quand même à la fin il n'y a pas une injustice quelque part? Bon, déjà moi je te dis, je ne pense pas du tout que rien ne les relie, bien au contraire. Pour moi un patron c'est quelqu'un qui fait déjà le pari du collectif, c'est quelqu'un qui est en réalité qui n'est pas du tout égocentré. C'est quelqu'un qui veut emmener une aventure collective et quand il se lève le matin il pense à tout sauf à lui quand même. Hein. C'est tout ce qu'il a à faire et tout ce qu'il doit faire pour porter le collectif et les gens qu'il a derrière lui parce que et tous ceux qui nous écoutent sont bien placés pour le savoir. Quand on fait tourner une entreprise, et surtout quand on a des difficultés, on se pose la question de comment on gère les rémunérations de tous nos collaborateurs, comment on fait pour survivre. Donc ça, je pense que qu'on soit vraiment une entreprise avec quelques salariés ou un très grand groupe, même une multinationale, on a toujours l'obsession de se dire déjà comment on fait de la croissance, comment j'embarque mon collectif, comment je fais de l'adhésion et comment je continue voilà, cette aventure. Donc honnêtement, je ne pense pas qu'il faille absolument les opposer. Est-ce qu'après, il y a bien sûr des niveaux de rémunération extraordinairement différents? Oui, totalement. Mais est-ce qu'il faut tomber dans quelque chose de très français qui est de commencer à opposer les classes entre elles, même au sein même d'une catégorie sociale? Mais ça, je trouve ça profondément débile. Et je vais même te dire quelque chose, toutes les inégalités ne sont pas à combattre. Il y a quand même des inégalités justes. Enfin, à un moment donné, on n'a pas tous les mêmes talents, on n'est pas tous des Mozart, quoi. Donc, il faut sortir de l'idée qu'on devrait être des espèces de têtes alignées en permanence. Bien sûr que collectivement, on peut se dire qu'il y a un niveau d'inégalité qu'on trouve insoutenable. Moi, je suis OK avec ça. Mais même au sein des patrons, on doit être même fier de voir des types sortir monstrueusement par le haut, complètement être satellisés parce que leur entreprise fait un carton, un tabac, et ça doit beaucoup plus nous inspirer que commencer à se dire est-ce que c'est pas juste délirant? Mais c'est effrayant de se dire ça, parce qu'au contraire, ça donne envie de se dire mais il y a des réussites qui sortent de nulle part. C'est le petit réflexe révolutionnaire français, tu vois. On a toujours envie de couper les têtes. Bah oui, quand ça de va ceux trop vite qui, et trop qui haut, vont on finit par trop. se dire s'il avait une jambe en moins, il irait peut-être moins vite. Ouais, Bah oui, mais exactement. bon, C'est c'est le quand même. réflexe français. Mais c'est C'est marrant, pas parce que génial. c'est une question qu'on m'a posée, hein, celle-ci. Hein, tu vois, j'ai écrit sur LinkedIn que je te recevais et j'ai reçu plein de questions d'auditeurs, tu vois. Et donc c'est marrant, t'as raison, c'est très français. Et, en revanche, la question qui me semble déjà plus proche de ce que peuvent vivre nos auditeurs, c'est est-ce qu'on va au-devant d'une énorme crise, notamment sur les retraites, pour les indépendants? Tu vois, il y a tout ce système où il y a de plus en plus de gens qui lancent leur auto-entreprise, leur petite entreprise. L'entrepreneuriat, c'est encore un truc qui est vachement plébiscité en France. Je sais plus ce que c'est le chiffre, tu l'auras peut-être, mais c'est un truc énorme. Il y a toujours plus de gens qui lancent des boîtes. Je crois que c'est 1 million par an le chiffre, un truc énorme. Pour autant, bah, du coup, déjà, on a un système de retraite qui est à bout de souffle. Mais en plus, sur ces métiers-là, bah, il y a très peu de protection sociale, très peu de cotisation. Est-ce que dans 15-20 ans, on va au-delà d'un énorme problème si on ne change pas? C'est une très bonne question. Euh, Est-ce que le système des retraites est à bout de souffle de manière générale? Oui. Donc, est-ce que ça va être dur dans les années à venir? Oui. Je ne crois pas au crash. Je crois plutôt tout le monde va prendre une paume.
Il n'y aura pas, je pense, d'énormes perdants, ou en tout cas quelqu'un qui prend une catégorie qui prend l'entièreté de la paume. Donc, ce n'est pas les indépendants qui vont devoir assumer le coût des retraites. Mais c'est tout le monde, salarié et indépendant, qui, je pense, effectivement, par rapport à l'ensemble de ce qui leur a été prélevé, auront un taux de remplacement et puis un taux de retour sur cotisation qui sera beaucoup plus faible que la génération actuelle, qui est un peu une génération bénite, puisqu'elle a à la fois très peu cotisé, comme il y avait peu de retraités à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui touche des pensions très confortables. Donc c'est sûr que la génération, les fameux boomers d'aujourd'hui, c'est un peu la génération dorée. Plus personne, nous on ne connaîtra pas ça, c'est certain. Maintenant, je suis un peu d'accord avec toi, c'est de dire déjà, faut pas oublier que la dynamique entrepreneuriale en France, elle est dingue. Et c'est pas que du storytelling pour le coup, c'est juste les enquêtes sérieuses qui sont faites montrent une envie d'entreprendre qui est record. Donc, BPI France a encore fait une très bonne enquête pour le coup qui le montre bien. Et cet été, on a franchi la barre des 100 000 entreprises créées. Donc, c'est quand même des signaux qui nous montrent qu'il y a ce désir-là. Donc oui, je pense qu'il y a une grosse inquiétude sur protection sociale et comment je finance ça. Donc là, on voit bien, c'est quand même l'appel à soi-même se constituer un bout de patrimoine, être capable de probablement générer une forme d'épargne qui nous fera un rendement ou une rente quand on sera à la retraite. Néanmoins, j'adhère pas du tout au discours consistant à dire d'un coup les retraites vont être coupées. Ben non, c'est simplement qu'on aura toujours, ou pas d'ailleurs, mais le même montant à distribuer, voire un peu moins, et on va devoir le dispatcher entre tout le monde, et comme il y a plus de gens, ça en fera un peu moins pour tout le monde. Donc on va abaisser le rendement collectif de la retraite, et toi comme moi, et comme ceux qui nous écoutent, juste simplement, effectivement, par rapport à ce qu'ils auront cotisé, auront le sentiment de se dire waouh, c'est vrai qu'à la fin du bilan des courses, j'en ai beaucoup moins que ce que je pensais, et finalement, j'ai contribué à financer d'énormes retraites par le passé. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il faille crier, si tu veux, au loup en disant faites-vous un PER ou commencez, parce que de toute façon, d'un coup, le système va être débranché. Ça, c'est pas vrai. On va le gérer, mais on va au-devant de problème. Ça, faut pas se le cacher non plus. C'est-à-dire, le système des retraites tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas pérenne. Il y a juste pas de sujet. C'est bien parce que ce que j'aime bien chez toi, en effet, c'est que tu es capable à chaque fois d'être soit d'être très virulent en train de dire ça c'est la catastrophe sur le Made in France, et puis en même temps de tempérer un peu les idées très pessimistes. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de tomber dans l'outrance. Ouais. Sur le sujet des retraites, on peut se dire que c'est pas génial parce que c'est quand même Moi, terrible. ça me fait peur, hein, tu vois, j'ai 2 enfants, je me lance Bien en même sûr. temps avec ma femme. Je me dis, enfin, c'est vrai que je te le dis, moi, ma conviction profonde est de me dire, il faut que je me démerde pour avoir suffisamment d'argent quand j'aurai 70 balais pour pas me retrouver à devoir bosser si j'ai pas envie de le faire. Je pense que c'est très sain, mais je pense quand même qu'on va garder, mais j'en suis pour le coup quasiment certain, voilà, au fond, un système de retraite qui paiera ce qu'il peut payer en fonction des choix qu'on va faire. Mais encore une fois, c'est juste qu'on aura un gâteau qui, au lieu de faire la taille qu'il fait aujourd'hui, sera peut-être un peu plus petit, ou en tout cas n'aura pas bougé de taille, et on aura plus de monde à servir. Bon, à la fin, ça fait des plus petites parts pour tout le monde. C'est juste ça. Ouais, c'est clair. Ok. Continuons à parler des riches, parce que c'est un sujet qu'on aime bien, des inégalités. Tu l'as bien vu, c'est un truc qui intéresse vachement les entrepreneurs, puis les gens qui veulent réussir de manière générale. Mais globalement, tu vois, Zuckman, moi je connais plein d'entrepreneurs de gauche qui vont te dire, tu vois, je pense notamment à Stanislas Neuchâteau, je sais pas quelle est son opinion politique au fondateur de Doctolib, mais il a dit moi je ne suis pas opposé à ce qu'on taxe les plus hauts patrimoines de façon plus importante. Et donc Zuckman, effectivement, quand tu le vends à des Français en disant attendez, les gens qui font plus de 100 millions d'euros, on va leur prendre 1%, enfin, je veux dire, qui ne peut pas être d'accord? Moi, spontanément, quand on me le dit, je me dis bah oui, ça me paraît fine, tu vois. Mais du coup, c'est quoi le problème statistique, le problème économique derrière cette logique de taxer les plus hauts revenus en pensant que ça va bénéficier à tout le monde? T'as plein de problèmes là-dedans. Premièrement, ça nous montre quand même à quel point on est sensible culturellement à ces idées-là, de raser gratis ceux qui ont plein d'argent. C'est toujours l'idée de dire... Raser gratis là dans la phrase. Bah oui, parce qu'à la fin, c'est cette idée... Non mais franchement, pourquoi les Français sont pour? Parce que ça touche personne. On est en train de dire on va concentrer un effort gigantesque sur quelques ménages. C'est que du bonheur. On ne me demande pas d'effort. Non. Donc c'est un petit peu toujours ce réflexe de dire les efforts, oui, mais pas pour moi. Donc ça, c'est très culturel français. Donc je pense que davantage que l'idée des inégalités ou de la taxation des plus hauts revenus, ce qui séduit les Français dans cette mesure, c'est de dire c'est les autres qui vont payer. Et puis en plus, au passage, évidemment, après, il n'y a pas de raisonnement, on va y venir, de bouclage économique derrière. Moi, je suis assez inquiet parce que ça nous montre quand même qu'il y a une dominance culturelle assez forte de ce type d'idée, pour être très très franc avec toi, qu'on ne voit pas fleurir aux États-Unis par exemple, parce que Gabriel Zuckman a fait ce travail de lobbying aux États-Unis,
auprès d'Elizabeth Warren, ça n'a absolument pas marché, si tu veux. Donc, oui, il était quand même là-bas, il a porté les mesures, ça n'a jamais été repris dans le programme, même de quelqu'un qui était très à gauche aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les Américains, ça leur viendrait pas 30 secondes à l'idée de pénaliser à ce point-là l'entrepreneuriat et en tout cas les plus grandes réussites. Dévêtir Paul pour revider Jacques. Alors là pour eux, c'est complètement hors sol ce type de mesure. Ça veut pas dire qu'il faut pas être redistributif, ça veut dire qu'il faut réfléchir aux canaux de manière intelligente et surtout dépassionnée. Et ce qui est marrant, c'est que le débat prend le plus de vigueur et le plus de force dans le pays qui a probablement, dans les pays avancés, les inégalités les plus faibles au monde. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité, mais je te dis que quand on se compare à tous les autres grands pays, hormis les Nordiques qui font aussi un travail formidable de redistribution, on est quand même parmi les mieux placés. Donc c'est étonnant que ce soit chez nous. Enfin, moi je me dirais aux États-Unis, là il y a un vrai sujet d'inégalité, mais chez nous il n'y a juste pas très peu de sujets. En tout cas en comparaison internationale, il n'y en a pas. Ça c'est le premier point. Quand on vient aux conséquences économiques, elles sont diverses. Sur le fait que des patrons soutiennent ça. Très sincèrement, on fait un sondage tous les deux si tu veux. Je mets une main à couper qu'on arrive à 98% des patrons qui sont anti-taxe Zuckman. En fait, ce que je crois, c'est que c'est cette espèce de morale ambiante et le Stanislas Ghiotto, en l'occurrence, il l'a déclaré sur France Inter. Oui, et donc évidemment qu'il sait par qui il est écouté et donc le type, en plus, lui, il travaille avec des médecins, donc j'imagine qu'il a un intérêt quand même à ce que les gens pensent que c'est le riche qui veut aussi taxer les riches, tu vois. Donc c'est là où tu fais bien de le dire, c'est que d'une part il y a un effet loupe qui est terrible, et moi je connais pas beaucoup de mesures comme celles dont on parle qui sont soutenues par peut-être 97-98% des patrons. Nous on en rencontre quand même des entreprises quasiment tous les jours. Je peux te dire qu'il n'y en a pas une qui se déclare favorable à ce type de mesures. Donc je pense qu'il faut quand même dégrossir les quelques cas qu'on veut prendre comme des contre-voix, et je vais absolument pas attaquer les personnes pour leurs opinions. Je dis simplement que dans le cas de Doctolib, si on fait un peu d'analyse politique très simple, c'est quand même une entreprise qui vit de la dépense publique. Est-ce qu'on a intérêt à réduire la dépense publique quand on s'appelle Doctolib ? C'est pas sûr. Donc il vaut mieux quand même porter des mesures pour aller chercher de l'argent sur les plus hauts revenus, plutôt que de se dire « Ah bah peut-être que les dépenses de santé, quand même, il y a peut-être un petit sujet ». Voilà. Moi je ferme la parenthèse, mais je dis simplement, quand une entreprise s'exprime, ce qui est normal aussi, il faut regarder ses intérêts. Là, me semble-t-il, les intérêts sont quand même assez clairs. Voilà. Donc je referme la parenthèse, mais donc la plupart qui s'expriment en ce sens-là, je pense que ça mérite une petite analyse assez rapide, souvent, de est-ce qu'ils n'ont pas une part du gâteau plus importante à aller chercher ou à perdre si on ne met pas ce type de mesure en place. Maintenant, sur le plan très économique, pourquoi est-ce que c'est une catastrophe ? Déjà, taxer un stock, c'est toujours extraordinairement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on part d'hypothèses qui sont complètement farfelues, comme le fait que la croissance du capital serait, alors si on écoute Piketty, c'est entre 5 et 8% l'an. Gabriel Zuckman nous dit un peu pareil. Prends le patrimoine de Bernard Arnault par rapport au point haut qui a été, me semble-t-il, en 2023, quelque chose comme ça. Le cours de l'action LVMH a perdu, là on doit être à peu près 20 à 25% en dessous de son point haut historique. Là, on se dit, si on prend 1%, parce qu'on sait bien que la taxe Zuckman, en fait, elle concernait un nombre de ménages très restreint, mais en fait, elle était payée pour plus de la moitié par 4 ménages, 5, dont Bernard Arnault qui devait s'acquitter de plusieurs milliards à lui seul. Donc déjà, on peut se dire quand un impôt est aussi concentré sur quelques ménages, il faut quand même être sacrément optimiste pour se dire que ces ménages-là ne vont pas bouger, premièrement. Donc là, tu as quand même juste un risque de personnes qui vont prendre les devants en disant mais dans aucun autre pays dans le monde, on vient de taxer mon patrimoine. J'aime la France, mais il y a des limites quand même à ce qu'on peut demander. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, faire l'hypothèse, mais c'est ce que je te disais, quand son patrimoine a baissé de presque un quart là, en l'espace de... Parce que c'est le marché veut ça. Et je veux dire, bien malin, celui qui est capable de prédire quand même les cours de la bourse. On s'y est tous essayé, tout le monde s'est cassé la figure pour partie. Donc, à la fin, faire l'hypothèse que le patrimoine va continuer d'augmenter, c'est une hypothèse très forte, et je pense que c'est quand même assez malsain de taxer un stock sur un rendement qu'on ne connaît pas et dont on impute une forme de réalité. Il faut avoir quand même aussi en tête que si le cours de l'action monte, c'est que l'entreprise, elle performe. On taxe la réussite, quoi. C'est-à-dire que plus ça marche et plus on grandit, plus on est fort. Bon, à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? On n'a plus envie de se coter en France, on va aller aux États-Unis, je déplace mon patrimoine un peu partout. Et par ailleurs, on connaît bien l'exemple de Mistral, c'est qu'en plus, quand mon patrimoine, c'est une valorisation qui n'est pas en plus du patrimoine réel, que je n'ai pas de liquidité, soit il va falloir que je donne des actions à l'État pour payer ma taxe Zuckman, donc j'ai l'État qui devient actionnaire de mon entreprise, c'est que du bonheur, j'ai rien demandé, mais l'État, tiens, il arrive au conseil d'administration, ou alors je m'endette. Ce qui est quand même une folie furieuse. Et donc le risque à la fin, parce que 100 millions, ça peut paraître à la fois beaucoup, mais quand on regarde les valorisations d'entreprises américaines, si on est une start-up qui marche super bien et qui explose comme un peu un Mistral, on peut très vite quand même taper le seuil. C'est beaucoup plus que ça, c'est milliards en fait. On est complètement d'accord. Le principe de la licorne, c'est ça. Donc, voilà, donc si tu marches, tu les touches.
Mais Et c'est là, de l'argent virtuel, c'est pas de l'argent qui est dans leur poche. C'est ça qu'il faut exactement. comprendre. Et ce qui est paradoxal et terrible en France, c'est que la plupart des économistes, dont Gabriel Zucman, vont te dire regardez, l'exil fiscal n'est pas si important. Bon, d'une part, on a, Dieu merci, une étude qui vient de sortir sur la Norvège qui elle-même a mis un impôt sur le patrimoine il n'y a pas si longtemps. Ça a été une catastrophe. Là, pour le coup, il y a eu des départs massifs. Donc ça va un peu à l'encontre de ce qu'on avait dans les autres études et on voit qu'on peut avoir des effets très distorsifs. Et Alors, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé en Suède? En Norvège, ils ont mis une taxation sur le capital qu'ils ont renforcée il y a 2 ans, me semble-t-il, de mémoire. Et là, pour le coup, ils ont eu une fuite des plus hauts revenus, c'est-à-dire la taxe était censée rapporter un montant X, elle a rapporté énormément moins parce que tu as eu une fuite c'est ce qui va se passer en France. Mais mais tout le monde te dit normalement les gens ne partent pas et acceptent de se faire taxer. Encore une fois, quand tu concentres l'impôt sur quelques ménages fortunés comme ça, ils vont forcément réagir. Les gens sont rationnels. Et dernièrement, peut-être ce qui est le plus impactant et le plus dérangeant là-dessus, et qui est non mesurable, c'est à quel point quand tu es un jeune entrepreneur et que tu connais qu'il y a cette règle de taxation du patrimoine et que tu veux monter une entreprise, tu le fais pas en France. Et ça, on le mesure pas, c'est le contrefactuel. C'est comment mesurer toutes les entreprises qui auraient pu se faire en France, mais qui ne se font pas en France parce que la fiscalité est dissuasive. Là, c'est un paquet, mais c'est un paquet monstrueux. C'est pas pour rien que quand tu vas, il y a plus de licornes d'entrepreneurs français aux États-Unis qu'en France. Mais pourquoi? Mais parce qu'à force d'avoir des conditions compétitives en France détériorées, on finit par se dire... C'est la fuite des cerveaux, quoi. Exactement. Et ça, personne veut te le dire, qu'à la fin, si tu crées les pires conditions, juste, c'est certain que... et ce qui est normal, moi, je comprends qu'un entrepreneur se dise, c'est déjà difficile d'avoir une entreprise qui marche, si en plus je me mets des bâtons dans les roues à tous les niveaux et que si j'ai la chance de réussir, Dieu merci, on va venir me siphonner mon capital. Non, quand même. Enfin, bon. C'est marrant parce que j'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas très longtemps là-dessus, tu vois, où je raconte. Moi, je me fais coacher sur YouTube, tu vois, pour que le podcast continue de performer. Et en fait, j'ai rappelé le gars, c'est des petits jeunes, tu vois, parce qu'en fait, sur YouTube, plus tu vas chercher des médias nouveaux et en fait, plus les experts, ils sont jeunes. Bien sûr. Parce que les vieux, en réalité, ils le maîtrisent moins l'outil, tu vois. Donc, moi, j'adore le fait qu'il y ait des gens plus jeunes aussi qui m'accompagnent, tu vois. Et eux, ils sont partis à Dubaï direct. Et je lui dis, me demandais pourquoi. Il me disait, mais moi, c'est en fait, c'est le message global, les taxes, la paperasse, le truc, ça me décourage. Je préfère aller me mettre là-bas, quoi. Et du coup, quand j'ai posté ça sur LinkedIn, il y a eu un mélange de, voilà, c'est il faut que jeunesse se passe, ils veulent aller voir autre chose ailleurs, c'est fine. Et il y en a eu quand même pas mal qui ont dit, non mais attendez, moi je préfère troquer une agence YouTube contre une deep tech, de toute façon c'est de la merde, ils ont qu'à se barrer et certainement pas revenir se faire soigner en France. Et puis d'autres qui disaient, le message était catastrophique en France, il faut les faire... Et moi, je suis quand même partant, évidemment, qu'en étant jeune, on a envie d'aller voyager. Ça, pour moi, je comprends très bien et c'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, il faut qu'ils aient envie de revenir. Mais bien sûr. S'ils n'ont pas envie de revenir, c'est quand même dramatique. Et que tu fasses une deep tech, c'est génial, on a besoin de deep tech. Mais on a aussi besoin d'entrepreneurs du service. Alors, c'est des nouveaux services. Bien sûr. Mais c'est quoi cet ancrage de se dire, les mecs sont débiles, tu vois? Et puis on doit être un peu comme les Américains. Les Américains, ils veulent porter leur pays parce qu'ils sont fiers du drapeau. On doit absolument retrouver ça aussi, le goût de se dire... Mais forcément, t'es d'extrême droite si tu mets un drapeau. C'est quand même ce qui est terrible. Alors qu'on devrait juste, mais de tout bord politique, se dire, mais je suis fier de mon pays, je vais le faire monter, je vais créer un géant. Et c'est par le haut qu'il faut sortir de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que parallèlement, il faut se dire toutes les mesures qui vont pénaliser ou décourager, mais on doit être très vigilant. Et on voit bien qu'on est déjà, nous, à des niveaux français qui sont absolument lunaires. Et ça, on voit bien qu'on a du mal quand même à convaincre. Et le ménage moyen le perçoit assez mal, ne voit pas à quel point ça devient dissuasif. Et encore une fois, ça demande aussi de sortir d'une forme de jalousie, parce qu'on sait bien qu'un entrepreneur qui a le bonheur de réussir, et c'est génial, on voit jamais les nuits intranquilles qu'il a passées, à quel point ça a été difficile. Il y en a plein qui tombent à côté. Donc quand tu es entrepreneur, peut-être que oui, il y en a un qui surperforme, il faut pas oublier qu'il y en a plein d'autres, ils en sont à leur 2, 3, 4e essai, c'est dur, on réessaie. Bon, il y a un moment donné, c'est quand même chouette de voir des super parcours sortir par le haut, se dire dès qu'il y en a un qui fonctionne, l'État va venir le regarder avec les gros yeux pour voir ce qu'on peut récupérer. Même conceptuellement et je veux dire éthiquement, je trouve ça extraordinairement gênant. On doit être beaucoup plus conquérant, ça veut dire changer notre logiciel de pensée en étant, c'est vraiment positif, c'est se dire mais comment on fait pour les multiplier, parce qu'on en veut partout en fait. On veut des PME qui explosent dans tous les sens. On veut pas au contraire se dire dès qu'il y en a une qui est trop grosse, je vais la ramener dans le rang avec les autres. Mais ça, tu vois, c'est culturel et ça commence à l'école.
Et je dis un tout petit mot de l'éducation. Moi, ce qui m'effraie, c'est que j'ai le sentiment quand même que l'éducation porte pas ce message. Et voire même, met dans la tête des jeunes, mais moi je l'ai vécu si tu veux, quand tu es... moi j'ai fait tristement un bac économique et social, et quand tu es en terminale, on te fait manger du Bourdieu dans tous les sens en te disant que les inégalités c'est ce qu'il y a de pire sur Terre, que la justice fiscale c'est ce qui doit prévaloir comme principe numéro 1 à tous les niveaux. Il n'y a absolument pas l'encouragement à se quand même bouger un peu les fesses pour sortir par le haut. Ouais, c'est juste terrible. Par contre on le fait quand même dans le sport, c'est ça qui est paradoxal. On oublie que le sport c'est quand même ça, il y a quand même un vainqueur, hein. On ne se pose pas la question des autres. Donc on devrait avoir économiquement un peu la même logique, c'est de se dire mais comment on fait pour que nos jeunes on leur donne la niaque, quoi, ouais. L'envie d'aller dévorer le monde, plutôt que de les faire j'allais dire réfléchir des heures sur est-ce qu'on peut pas prendre un peu plus à lui, parce que quand même c'est très injuste. Et ça veut pas dire encore une fois qu'il faut pas corriger les inégalités. Moi je pense que il faut absolument, et j'en termine là-dessus parce que c'est important, que tout le monde ait quand même au fond un peu la même ligne de départ. La même, on sait bien qu'on n'a pas la même, mais en tout cas qu'il n'y ait pas une distance phénoménale entre chaque ligne de départ, au fond qu'on puisse s'extraire de sa situation première. C'est souvent ce qu'on appelle l'ascenseur social. Ça c'est le truc le plus important, parce que le problème n'est pas d'être peu aisé, le problème c'est d'y rester toute sa vie, c'est de pas avoir la chance de quand même à un moment donné sortir par l'autre cette affaire. Et bien ça en France on doit absolument promouvoir tous les parcours ascendants, mais arrêter de se dire à chaque fois c'est ceux qui réussissent le plus qui vont faire un transfert vers ceux qui sont plus. Et en même temps quand tu regardes comment les gens après on parlera aussi des impôts et des taxes, et que je pense que c'est un sujet qui va intéresser nos auditeurs, on va en parler juste après, mais quand même tu vois, je me dis les milliardaires, quand tu regardes le parcours des milliardaires français, je sais plus ce que c'était exactement la stat, mais tu vois, il y a une étude je sais plus si c'est Challenge ou un de ces journaux sur comment sont-ils devenus milliardaires. Il y a quand même une immense majorité, bon c'est le cas aussi dans le monde, hein, c'est pas que réservé à la France, mais il y a quand même une grande majorité qui sont nés par héritage, tu vois. C'est pas justement, c'est pas le système français qui a produit des entrepreneurs autodidactes à la Xavier Niel qui deviennent riches par la seule force de leur talent et d'un marché de X trucs, tu vois. C'est quand même beaucoup l'héritage. Donc qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça, et c'est quoi la réalité d'ailleurs que tu vois toi là-dessus? Mais là-dessus je suis assez pondéré, c'est-à-dire que à la fois, je suis assez inquiet qu'on devienne une société de rentiers ou d'héritiers, parce que ça, il n'y a rien de pire. C'est sûr que si tu nais aisé, tu es assuré de finir aisé, ou à l'inverse, si tu nais dans une famille modeste, tu n'as aucune chance de t'en sortir. C'est un pays qui n'a aucun avenir. Donc il faut avoir cette capacité d'avoir de la mobilité sociale. Au fond, je suis beaucoup plus regardant de la mobilité que les inégalités. Ça, c'est le premier point. Et deuxième, donc, encore une fois, oui, il faut les contrôler, et il ne faut pas laisser faire n'importe quoi, à la fois sur les disparités de patrimoine, et surtout faire en sorte que, encore une fois, quand on est même pas dans les meilleures conditions, on puisse avoir une chance de se retrouver dans les meilleurs parcours. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il ne faut pas tomber dans la caricature de dire qu'il n'y a que des héritiers, parce que je vais être très provocateur, mais reprenons l'exemple dont on parlait tout à l'heure, Bernard Arnault. Ok, c'est un héritier. Enfin, grosso modo, il a quand même hérité au début, mais à la fin, est-ce qu'il a hérité d'LVMH? Pas du tout. Enfin, ce dont il a hérité initialement, c'est quand même une entreprise d'une taille. Il n'a pas hérité, de toute façon. Ah oui, parce que pour moi, il rachète Dior. Oui. Je sais pas, j'imagine que sa famille était assez riche déjà de base. Le terme hérité, effectivement, est fort dans le cas présent. En réalité, effectivement, on lui a gentiment donner un peu de capital. En tout cas, il a été bien aidé pour acquérir ses premières structures, et en plus il a pu faire des rachats à des prix extrêmement modiques. Mais il faut bien avoir en tête que quand prenons son cas là, parce que je trouve que c'est assez parlant quand même, c'est à la fin, au début tu te retrouves avec une entreprise qui est quand même toute petite, et à la fin tu en fais juste un géant mondial. Donc c'est un héritier qui hérite d'une entreprise qui fait 10 millions de capitalisation et qui te le transforme en 300 milliards, faut quand même pas... je veux dire, il y a tout un parcours entre deux. On est d'accord que on peut discuter de se dire si l'héritier fait juste vivre l'entreprise, qui est déjà gros, parce que prenons l'exemple Bettencourt, mais si tu veux, ou d'autres, à la fin tu te dis L'Oréal, oui, mais juste maintenir L'Oréal au premier rang mondial sur autant d'années, c'est une performance incroyable, parce qu'il faut se rendre compte du niveau de concurrence qu'il y a sur ces métiers-là. Enfin, les types, ils s'arrachent mais du matin au soir pour rester numéro 1. Donc il ne faut quand même pas non plus penser que c'est pas parce qu'on hérite de très gros dès le départ qu'on est forcément assuré d'en faire une réussite qui va perdurer. Donc tu vois, faut pas, les extrêmes là-dessus, je les trouve extraordinairement, comment je pourrais dire, nocifs, parce qu'ils dévoient la réalité. C'est que à la fois, oui, il y a probablement parfois, et on tend à devenir une société un peu plus d'héritiers que par le passé. Et ça m'inquiète, parce que je crois... Parce que le capital rémunère plus que le travail. Mais ça, on va en parler aussi juste après. Tout à fait. Est-ce que c'est une réalité on peut peut-être y répondre maintenant, tu vois. Moi, je recevais un entrepreneur qui s'appelle Jean-Philippe
Philippe Cartier, qui est un super épisode qui est sur la révolte des entrepreneurs est en marche. Comme dans beaucoup d'élections, il y a des mouvements d'entrepreneurs qui se lèvent pour contrer cette question d'état obèse, de surfiscalité, et puis globalement de sentiment de ras-le-bol qu'on tape toujours sur les mêmes, alors que c'est le poumon économique, tu vois. Donc lui, il mène ça, c'est super intéressant, très inspirant. Et en fait, on se disait, mais le travail ne paye de moins en moins depuis 20 ans. Et puis, je pense que les gens le sentent. C'est-à-dire que pour avoir du pouvoir d'achat supplémentaire, travailler plus ne permet pas, concrètement, contrairement au slogan de Sarkozy à l'époque, travailler plus ne permet pas de gagner plus, quoi. C'est vrai, ça, c'est une réalité ou pas ? Ça aussi, il y a pas mal de paradoxes. Est-ce qu'on distribue du pouvoir d'achat en France ? Oui. Mais est-ce que, par contre, on distribue du pouvoir d'achat du salaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vit de son travail ? Là, la réponse, elle est clairement de moins en moins. C'est-à-dire, on a une crise effectivement des revenus du travail. Mais les prestations en face, elles ont beaucoup augmenté. Notamment parce que les deux grosses dépenses publiques qu'on a en France, c'est quand même les retraites et la santé. Ça a beaucoup augmenté sur les 20 dernières années. Comment on finance les retraites et la santé ? On prélève sur la base productive et en cotisation sur les salaires. Donc au fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accru, mais de manière démentielle, le transfert qu'on fait des actifs vers les non-actifs qui sont retraités, parce qu'en fait, les dépenses de santé, elles sont quand même consommées essentiellement, et c'est bien normal, par les personnes qui sont plutôt en fin de vie. Enfin, c'est là que se concentre le gros des dépenses. Donc en fait, on est dans un système où on a un problème d'inégalité intergénérationnelle qui, là, par contre, est massive. Mais ça, c'est un choix de société. Quand on dit que le travail ne rémunère plus, tu disais le capital rémunère plus que le travail. Oui, mais la rémunération du capital, elle est mondiale, elle n'est pas fixée par la France. Quand tu as une entreprise et que tu verses tes dividendes, tu es détenu par des investisseurs partout dans le monde. C'est pas nous qui fixons à quel niveau est le rendement du capital. Les entreprises sont mondiales. Donc au fond, il y a un rendement du capital mondial. Mais en revanche, tu as raison, quand on compare au rendement du travail, pourquoi il est plus faible ? Parce qu'on a ce modèle social à financer et qu'on est un peu à bout de souffle, parce qu'on l'a quand même hypertrophié et que tu arrives à un moment où en plus, comme tu n'as pas suffisamment de gens qui travaillent en France, on a un taux d'emploi plus faible que partout ailleurs en Europe, forcément, quand l'assiette elle n'est pas assez grande, tu mets des taux très élevés, et donc ceux qui travaillent, c'est l'asphyxie. C'est ça le sujet qu'on a en France. Et on doit en sortir. Ça me fait penser à... C'est une bonne transition sur cette question de charge sociale, charge patronale et qui étouffe les entreprises. Ça me fait penser, il y a une très belle scène de Jean-Pierre Bacry dans Le Sens de la fête. Que tu as vu le film ? Bien sûr, et qui est génial, j'adore Jean-Pierre Bacry. Incroyable. Bacry, on pense à lui depuis là où il est, mais... moi, c'est un de mes films préférés, et il y a cette fameuse scène où il pense être face à un contrôleur de l'URSSAF qui est en fait quelqu'un qui veut le draguer, d'ailleurs c'est assez marrant, et il dit il y a cette fameuse scène où il dit mais en fait comment vous étonnez que les petits patrons vont mal, on les étouffe en France, vous faites qu'une chose, c'est nous faire chier. Quand je paye un salarié 100 €, ça me coûte 200 €, faut pas s'étonner qu'on triche, tu vois, c'est ça qu'en fait dans cette scène c'est tout ça qui se dit, et du coup encore une fois, ce qui m'intéresse dans ton point de vue, c'est quoi la réalité statistique là-dedans ? Est-ce qu'on est vraiment des pays... on est où en Europe, parmi les pays qui taxent le plus le travail, en particulier les entreprises ? On en est où là-dessus, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça ? On est au maximum. Il faut regarder quelque chose qui est très frappant et qui nous inquiète beaucoup, et on essaye de plaider, c'est notre nouveau combat. Quand tu regardes la taxation en fonction du niveau de salaire, parce qu'en fait, ce qu'on appelle les charges sociales, elles diffèrent en fonction de la rémunération de ton salarié. En fait, en France, on subventionne à mort le SMIC. Il y a quasiment plus de charges sociales au niveau du SMIC. Donc les bas salaires, on met le paquet, et ça c'est depuis 93. Enfin, depuis Juppé, tous les gouvernements successifs, on a mis des allègements de cotisations sur les bas salaires. Ce qu'on appelle aujourd'hui tristement des aides aux entreprises. Je ferme la parenthèse. Le problème, c'est que pour financer ces allègements au SMIC, parce qu'on a un SMIC très élevé, tu dois aller très très haut dès lors que tu te retrouves à 2-3 SMIC. Alors là, on est au taquet. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays européens, ce qu'on appelle... Allez, je dis le terme qui est un peu barbare, le coin socio-fiscal, c'est-à-dire l'écart entre ce que paye l'entreprise et ce qui rentre à la fin dans la poche du salarié. Alors ça, dès que tu es à 2-3 SMIC, voire plus évidemment, et puis en plus comme nous c'est salaire en fait de cadre. Exactement. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'inciter l'économie française à recruter des bas salaires, peu diplômés, et faiblement rémunérateurs et qui font pas beaucoup de gains de productivité, c'est-à-dire le SMIC parce qu'on le subventionne, et on est en train de désinciter
de créer des bons emplois, c'est-à-dire la création voilà, comme tu dis, d'ingénieurs. Ben oui, c'est-à-dire que les ingénieurs, ce qu'il nous faudrait pour être au top de l'IA, c'est-à-dire avoir des types super bien formés, mais qu'il faut bien payer, parce que sinon ils vont partir aux États-Unis quand même. C'est juste le minimum de bien traiter ceux qui sont les plus compétents et les plus productifs. Et ben là, on met vraiment un sabre fiscal, mais qui vient corriger ce modèle. Et donc, mais c'est ça qu'il faut interroger en France, c'est qu'on n'arrive pas à se regarder en se disant et pourquoi est-ce qu'on subventionne le SMIC? Je vais dire quelque chose de pas politiquement correct, parce que le SMIC ne représente aucun équilibre de marché en France. Il représente 62% du salaire médian, c'est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Si on avait un SMIC un peu plus bas, on ne serait pas obligé de le subventionner. Mais c'est vrai que si on ne le subventionne pas, on détruirait de l'emploi peu qualifié. Bon, mais là encore, il faut se dire les vérités, parce que si on se le dit pas et qu'on voit pas qu'en fait on est en train de massacrer nos futurs ingénieurs par une taxation de dingue, il se passe ce que tu disais, c'est la fuite des cerveaux. Il y a une très bonne étude de Syntec qui nous montre bien que nos ingénieurs, ils sont tentés d'aller ailleurs, parce que oui, c'est très dur d'être bien payé quand tu es quand même sur des hauts niveaux de salaire, parce que la différence entre le super brut et ce qui te rentre à la fin dans le porte-monnaie est très important. Ça fait partie quand même des tabous français absolument monumental. Et encore une fois, si on taxe beaucoup, parce qu'on a beaucoup à redistribuer et à financer, et ça, c'est le problème du modèle social. Moi, je pense que tant qu'on s'y attaque pas, il n'y a pas aucune possibilité qu'on en sorte. Là, de toute façon, on tourne fin décembre 2025. Dans 1 an et demi, il y a une élection présidentielle avec tout un tas de candidats qui ont des programmes économiques, plus ou moins déconnectés de la réalité des entreprises. Il y en a qui vont être carrément dans la décroissance. Si on pense pour les plus à gauche, en fait, c'est l'argent magique. On pense que voilà, il faut. Après, c'est un point de vue, quoi. Il vaut mieux rentrer dans la décroissance et ça ira mieux pour la planète, etc. Ça ira mieux pour les gens. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est quand même qu'on a déjà essayé le modèle par l'égalitarisme en URSS et en Chine, en plein d'endroits. En général, c'est pas très bon pour l'humanité quand on tend vers ces choses-là. C'est mon point de vue personnel. Mais du coup, de l'autre, ça a l'impression d'être piégé par des partis qui sont effectivement très très orientés autour du rejet de l'autre, du rejet de l'étranger. Donc, c'est pas forcément très enthousiasmant non plus. C'est quoi les partis, selon toi, déjà qui ont un programme économique qui est le plus connecté aux entreprises? C'est plus, est-ce que c'est au centre-gauche? Est-ce que c'est Renaissance? Est-ce que c'est les Républicains? Est-ce que c'est, tu vois, Sarah Knafo? C'est quoi les partis les plus connectés, selon toi? Là, c'est la question qui est très piquante. Je vais le dire en plusieurs points. D'une part, tu as remarqué très justement, et c'est effrayant de voir à quel point le nombre de partis qui n'intègrent pas l'entreprise dans quand même la conception de leur programme font comme si l'entreprise était au fond une variable d'ajustement. Ça, c'est juste terrible, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point le politique est déconnecté du monde de l'entreprise. Ça encore, c'est un appel à reconnecter les deux. Ça veut dire qu'il va falloir que les entreprises soient beaucoup plus vocales, parlent beaucoup plus de leur réalité. Ça peut être elles directement ou en passant par des représentants, mais il va absolument falloir qu'elle fasse un gros push en disant mais si vous faites n'importe quoi, voilà ce qui va se passer. Ou en tout cas, si vous appliquez telle et telle mesure, voilà, moi je peux vous dire, on va dans cette direction-là. Ça, c'est très important parce que sinon, faut le dire clairement, tous les politiques qui vont se présenter vont aller chercher des voix. Bien sûr, probablement n'appliqueront pas forcément tout et vont finir par bricoler en dernière instance, mais c'est très négatif. Je te dis un mot quand même du parti qui est aujourd'hui le plus en tête, caracole à 30-35% des voix au premier tour, qui sera assuré d'être au deuxième tour et peut-être même élu avec le Rassemblement national. C'est un parti c'est terrible parce que déjà on sent que c'est des partis qui n'ont jamais gouverné, qui n'ont absolument pas l'expérience de l'exercice du pouvoir. Parce qu'en fait, quand tu lis leur programme, ils font semblant, c'est ce qu'on se disait en introduction, de faire plaisir à tout le monde. C'est juste pas possible. Donc ils te disent, et alors ils vont chercher de l'argent sur la planète Mars, parce que c'est souvent des mesures qui sont, j'allais dire, calées sur des recettes qui sont surestimées. Enfin, tous les économistes, même ceux qui pourraient avoir plutôt de la sympathie pour ce type de parti, voient bien que ça ne boucle pas. Donc il y a des erreurs de bouclage partout. Là, je mets le doigt sur le Rassemblement national, parce que c'est quand même un parti qui, a fortiori, sera au second tour. Mais quand tu prends tous les partis les uns après les autres, il y a des erreurs manifestes de capacité à boucler. Et ça nous renvoie vraiment à notre sujet de départ, c'est de dire on est incapable de se dire la vérité, nous, Français. Et donc, comme on n'en est pas capable, on préfère qu'on nous dise un gros mensonge mais vous inquiétez pas, vous, je vais vous faire plaisir, les entreprises, vous inquiétez pas, on va vous baisser un peu vos impôts. Ah, vous allez pas bien, on va vous donner un petit quelque chose. Et comment ça boucle? Je sais pas, on va mettre une taxe sur je ne sais quelle transaction financière où on n'arrivera pas. Et ça Mais non, c'est pas vrai, ça c'est du mensonge à l'état pur, on le voit bien. Et à un moment donné, les Français, ils vont quand même
Enfin, je veux dire, le français n'est pas comme. Enfin, Et moi, ce que j'espère, c'est que... est-ce qu'il est aussi bête, enfin, tu vois, visiblement, des fois, je me demande, mais est-ce qu'on est aussi bête pour croire ça? Tu vois, là, on C'est s'est pas quand même qu'on est tapé aussi bête. 2 mandats de Macron, on nous a vendu la renaissance par la croissance, par l'entreprise, par la tech, ça n'a pas fonctionné. Moi, je suis le premier des déçus, j'ai voté 2 fois pour lui. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont dû voter, tu vois, je suis une cible probablement qui a aussi pas mal voté pour lui à un moment donné. En fait, tu vois. Mais la problématique de Macron, c'est que justement, se faire berner, quoi. mais lui-même n'a pas eu le courage de ses ambitions. C'est-à-dire, est-ce qu'il a baissé les impôts lors de son premier quinquennat? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand tu baisses les impôts? Il faut baisser les dépenses en même temps. Sinon, tu te retrouves avec un problème de dépenses publiques. Où est-ce qu'on en est avec notre problème de dépenses publiques? Bon, Macron, c'est facile de baisser les impôts. Moi, je peux le faire demain. Ce qui est difficile et dur à faire accepter pour les Français, c'est de baisser la dépense en face, de leur dire... Bien sûr que baisser les impôts peut souvent relancer un peu la machine, mais il ne faut pas rêver, ça ne s'autofinance pas, des baisses d'impôts. Donc à la fin, ça veut dire demander, ok, moins d'impôts de production, telle dépense, et il ne l'a pas fait. Et donc à la fin, forcément, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, où les partis dits modérés ne sont pas crédibles. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, mais on vous a donné les clés, et vous nous rendez un déficit public qui avoisine les 6%. Elle est où la responsabilité? Les partis qu'on dit responsables nous rendent une copie qui est digne de partis absolument hors système. C'est quand même très, très délicat. Et en même temps, on a des partis anti-système, parce que c'est vraiment ça, c'est même pas des partis, j'aime pas le terme extrémiste, ils sont anti-système, ils ne croient pas, ils sont en opposition, ils sont orthogonales avec la manière dont fonctionne l'économie aujourd'hui, ils veulent tout changer, mais eux-mêmes proposent des solutions farfelues. Moi, ce dont j'ai très peur, c'est est-ce que les Français sont capables, et on voit bien que pour l'instant, il n'y a même pas l'offre politique en face, en tout cas, qui l'incarne pleinement, de se regarder dans le miroir en se disant, il va falloir que j'arrête de croire que les efforts, c'est les martiens qui vont les faire, c'est nous tous. Tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent pas aussi, c'est personne va pouvoir passer au travers des mailles du filet. C'est à un moment donné, c'est un effort collectif, c'est tous ensemble dans le même bateau, on va y arriver. Il faut que ce soit probablement justement réparti et intelligemment fait, ça, il n'y a pas de débat. Mais tant qu'on n'accepte pas collectivement de se dire, ou plutôt qu'on se dit c'est à l'autre de faire les efforts, c'est aux ultra riches, mais ça, alors ça, je peux être sûr, enfin c'est sûr et certain qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème. Et donc moi je pense qu'il y a un problème d'offre politique. Comme les politiciens savent bien que les Français veulent entendre malheureusement pour l'instant une forme de berceuse consistant à dire on va résoudre les problèmes, on ne sait pas trop comment, mais ça ne sera pas douloureux. On vous promet juste que ça ne sera pas douloureux. Non, il y a un moment donné, c'est un peu Churchill, il y a un peu de sang, un peu de larmes. Parce que, oui, sinon on n'y arrivera jamais. Ouais, mais c'est pour ça que je crois que, à mon avis, il y a un momentum sur les partis, les mouvements d'entrepreneurs qui vont se réveiller et qui vont dire, en fait, les gars, ça suffit, on arrête, la fête est finie, l'argent magique c'est terminé. Le politique n'est plus crédible aujourd'hui. Le politique n'est plus crédible, ouais. Donc il faut absolument, et ça c'est génial parce que le politique n'est plus crédible, mais les citoyens ont quand même envie d'être représentés. Et quand tu regardes dans quelle entité ils font le plus confiance, c'est toujours l'entreprise. Bien sûr que souvent tu as environ entre 20 et 30% des salariés qui se décrivent pas forcément très heureux dans leur entreprise, mais 70% qui te disent nous on est très bien dans notre entreprise. Donc il y a un attachement à l'entreprise. De toute façon, tu sais, avec Jean-Philippe Cartier que j'ai reçu, comme je te disais, on disait, mais il y a une stat incroyable, je crois que c'est 9% des Français qui croient dans leurs responsables politiques et 80% dans leur entreprise, tu vois. Il disait, mais moi en tant que patron, si jamais je suis à 9%, mais je dégage. Enfin, déjà, mon board me dégage ou de moi-même, je m'en vais, en fait, tu vois. C'est quand même un délire, en fait. Il y a une seule dérive que je pourrais trouver dangereuse, en revanche, c'est de se dire, il faudrait que les entrepreneurs prennent le pouvoir. Je pense que c'est voilà, est-ce que la France peut être gérée comme une entreprise? C'est quoi ta réponse? Alors, j'ai un avis qui est... là, je suis assez prudent parce que franchement, donner une réponse claire et précise, ou plutôt tranchée, n'est pas complètement simple. C'est-à-dire, est-ce qu'un entrepreneur pourrait gouverner le pays? C'est quand même pas la même chose d'être un politicien et d'être un entrepreneur. On peut être super bon en entreprise et diriger une maison absolument incroyable et quand même sombrer assez significativement en politique, qui est un milieu pas facile. Et inversement, les politiques sont rarement des bons chefs d'entreprise. Je pense qu'on l'a expérimenté avec un certain nombre de nos dirigeants précédents. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut donner les clés forcément aux entrepreneurs. Ce que ça veut dire, il faut bien le comprendre, c'est une montée en charge du lobby des entreprises. Quand je dis lobby, c'est au bon sens du terme. Ça aussi, c'est un terme qu'on a galvaudé. Faire de l'influence, c'est sérieux, c'est raisonnable et tout le monde fait de l'influence. Toute la journée, quand on exprime une opinion, c'est de l'influence. Il faut que les entreprises parlent de leur réalité, fassent de l'influence au plus haut niveau pour que ça s'incarne. En fait, il y a besoin d'une incarnation, mais ça ne peut être fait que s'il y a quand même un pressing extrêmement important qui est fait. Et là, on aura une offre politique qui va réagir. Il y en a quand même certains, quand on parle off avec certains d'entre eux, ils aimeraient bien avoir un discours plus pro-entreprise. Mais aujourd'hui, ça percole pas, ça fait pas d'audience et ça fait pas de voix. Donc il faut absolument avoir ce mouvement où les partis intègrent l'entreprise dans l'équation, et là on pourra commencer à discuter plus sérieusement. Voilà. Tu vois, c'est assez frappant ce que tu as dit sur la représentation
le lobbying des entreprises auprès des gouvernements et Mm. auprès des gens qui prennent des décisions en France. Le MEDEF, je sais plus ce que c'est, quelques centaines de milliers d'adhérents, mais en effet, quand tu regardes, en fait, ça représente 5% des entreprises en France. Il y a 5 millions d'entreprises actives, tu vois. C'est très peu, tu vois. Donc, est-ce que... et le MEDEF, j'ai l'impression que parfois, en plus, ça représente beaucoup plus la parole des grandes entreprises que celle de la petite PME, de la start-up, de ce genre de trucs qui se reconnaissent pas très bien dedans, tu vois. Donc, c'est quoi les organes? Est-ce qu'on a vraiment un manque cruel d'organes de représentation par rapport aux autres pays? Tu vois, est-ce que c'est beaucoup plus fort en Europe ailleurs? Ou est-ce qu'on a quand même des atouts? Et sur quoi est-ce qu'on peut parier pour l'avenir? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire les entrepreneurs? Alors, on en a quand même pas mal, mais ils sont quand même souvent trop petits, mal organisés, pas assez vocaux. Comme tu l'as dit, il ne faut pas penser qu'il y a un organisme patronal qui va représenter la voix de toutes les entreprises. C'est juste pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fédérations sectorielles qui existent. Il faut aussi absolument des organisations par taille, par rythme de croissance. C'est pas la même chose d'être un petit artisan qui parvient à faire vivre son entreprise, mais qui n'a pas d'objectif de croissance incroyable, et d'être une start-up qui fait 40% chaque année. Donc ça, faut embrasser toutes les réalités différentes par des représentations qui sont dédiées. Mais ce que l'on n'a pas en France, c'est la capacité à s'exprimer beaucoup plus puissamment dans le débat public. Et là, il faut qu'on ait une réflexion collective, en tout cas le monde de l'entreprise, sur comment on investit beaucoup plus le débat public et arrêter que ce soit des commentateurs qui parlent de l'entreprise sans quand même très souvent soit ne jamais avoir mis un pied dedans, soit ne pas voir du tout ce que ça veut dire que de gérer une entreprise, mais justement donner la parole soit à des représentants qui objectivement ont une parole claire et ont le soutien des adhérents, soit des entreprises directement elles-mêmes avec des directeurs d'affaires publiques, des patrons directement quand c'est des petites entreprises ou même des grandes. Mais il faut de l'incarnation et il faut investir ce débat public. Il faut absolument arrêter d'être pollué par tout ce qu'on entend. C'est ce que tu disais, c'est la morosité ambiante, et redonner un peu d'allant. Et l'allant, il vient d'où? Mais il vient dans ceux qui font tous les jours de la croissance, qui créent des emplois, qui sont dynamiques, qui voient beaucoup plus loin que notre petit court-termisme ambiant. C'est ça dont on a besoin. Et là, il faut qu'on investisse des canaux, et je pense qu'on ne va pas assez loin dans la réflexion de comment on représente toutes ces entreprises dont tu parles, comment on fait pour porter leur voix beaucoup plus significativement, qu'elles se retrouvent beaucoup plus aussi dans la parole qui est émise de la part de leurs représentants. Et tant que ce travail n'est pas fait, malheureusement, j'ai peur que l'entreprise soit pas suffisamment bien considérée. Et c'est vrai que, mais tu vois, en Allemagne, quand il y a évidemment des grands syndicats, les patrons sont dans la salle, sont dans l'audience et applaudissent. En France, tu verras rarement des grands patrons d'entreprise être là dans ce type de meeting, Ouais. où n'ont pas trop envie d'être vus. Mais l'influence, c'est vachement bien, mais à tous les niveaux. Je dis pas ça que pour le monde des entreprises. C'est bien que toutes les vues, même discordantes, s'affrontent et fassent de l'influence. C'est sain, l'influence. Faut arrêter d'avoir peur de se dire que on n'est pas légitime, que c'est pas notre rôle. Mais bien sûr que si. L'entreprise est au cœur de la société et elle doit le faire savoir. Donc il faut Beaucoup que les plus. entreprises s'engagent, que les entrepreneurs s'engagent Évidemment. en politique, dans le sens se fassent représenter, Tout participent à au débat fait. Et public. surtout, le boulevard, il a jamais été assez Ouais. grand. Je le dirais pas si on était dans un moment où le politique est très fort. 2017, c'était quand même pas le moment où il y avait une place incroyable, parce que il y avait le phénomène Macron que tu as décrit qui est monté. Mais là, il y a un boulevard. Et la lassitude, elle est totale de partout. Et il y a aucune offre. Donc c'est le moment. Et on voit bien que personne ne se reconnaît pleinement. C'est les partis anti-système qui finissent par prendre la voie, parce que beaucoup de gens se disent mais je ne crois plus en rien dans cette élite que j'ai bien connue, je veux tout casser. Mais en réalité, on n'est pas révolutionnaire. Hein. Il y a des très bonnes enquêtes du Cevipof qui montrent qu'on ne veut pas sortir de la démocratie ou que sais-je, ou les tendances ou les dérives totalitaires, pas du tout. Mais en revanche, on ne croit plus dans l'élite établie. Donc il faut que ça soit un renouvellement des élites. Et les entreprises en font partie. Et c'est quand même à elles de se saisir de cette chose-là. Et je pense que ça va leur faire du bien d'avoir un nouveau souffle, même d'arrêter d'entendre peut-être une forme de morosité, mais aussi d'avoir de parler des choses qui fonctionnent. Quoi, je veux dire. Tu vois, on a une entreprise Made in France qui vient de se monter sur M6, soutenue par la BPI. Ça, je pense que c'est des bons exemples de montrer des jeunes qui se forment à des super métiers. Qui veut être dans non l'industrie. associé, toutes Mais ces c'est émissions. évident. Ouais, bien Il sûr. faut cette Ça cartonne, énergie. de toute façon, en Mais plus, exactement. Mais tu as raison, effectivement, ça ne concerne pas que les petits entrepreneurs parisiens qui ont envie de gagner. C'est en fait, il y a un goût pour l'entreprise, il y a un goût pour Exactement, entreprendre en ouais. France qui est énorme. Énorme. Et en réalité, les gens n'ont pas d'offre politique et du coup se raccrochent aux extrêmes. Il faut la Mais créer, l'offre. On faut la créer, l'offre. Mais moi, j'y réfléchis. Alors on en reparlera, mais voilà, Jean-Philippe aussi réfléchit. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a plein de mouvements de toute façon qui sont en train de se Puis créer. l'énergie, elle est là. Je veux dire, vous avez une énergie tous, et je pense ceux qui nous écoutent, mais débordante. Enfin, souvent, c'est absolument dingue de devoir l'émulsion. Il faut juste la transformer. C'est-à-dire que là, on voit bien que ça bout. Maintenant, il faut arriver à l'incarner. C'est ça le Bien sujet. sûr. Ok. Pour terminer, peut-être sur aussi en prenant un pas de recul sur un chef d'entreprise qui est devenu président, c'est Donald Trump. C'est quoi la réalité de son mandat? Est-ce que c'est un succès? C'est pas un succès? C'est quoi ton avis dans ce côté-là? Alors, le problème, c'est que moi, je suis français et européen. Donc, forcément, si tu veux, ma lecture de Trump, elle ne peut pas être
positive parce que on est objectivement en train de perdre un allié absolument dingue. Je veux dire, faut quand même bien le dire, les Américains se recroquevillent sur eux-mêmes, sont quand même en train de jeter au crocodile leur plus grand allié qui est l'Europe. Mais en même temps, ça nous réveille. Donc je veux dire, moi je n'adhère pas non plus au discours consistant à dire Trump ou tous ceux qui soutiennent cette thèse sont complètement déconnectés de la réalité. Si vous voulez, le parapluie militaire américain, on pensait que ça allait durer jusqu'à quand? Et à un moment donné, on est des grands garçons, nous aussi, nous les Européens. Enfin, on s'agit de quand? Donc c'est ça qu'il nous faut retrouver, c'est que la grinta qu'ont les Américains, il faut absolument qu'on l'ait nous aussi, et d'arrêter cette surdépendance à tous les niveaux en permanence. Ça, c'est le premier point. Quand tu es américain ensuite, c'est comme tout, je veux dire, il y a du bon et du moins bon sur le plan sociétal. Moi, je vais pas m'exprimer parce que j'ai un avis qui est uniquement que très personnel, mais il s'est attaqué au sujet sur lequel il a promis d'être actif. Donc après, on n'aime pas, mais en tout cas, là, on peut pas dire qu'il a pas fait de choses. Sur le plan économique, c'est beaucoup plus compliqué parce que on voit bien qu'il y a la théorie, la pratique. Mettre des droits de douane, ça réindustrialise pas le pays. Parce qu'en fait, quand tu es un pays comme les États-Unis, qui est un très haut niveau de vie mais est très cher, t'es pas compétitif. T'es pas compétitif à l'international. Donc là, tu prends les séries de données d'emploi sur les derniers mois, les Américains, tous les mois, ils détruisent de l'emploi dans l'industrie. Tous les mois. Donc la berceuse de la réindustrialisation, elle n'existe pas du tout. En revanche, ils ont un écosystème à côté de ça, tech, mais c'est un bout de l'industrie. Moi, je pense qu'il ne faut pas cantonner l'industrie que ce qu'on appelle le manufacturier. Aujourd'hui, la data, etc., c'est de l'industrie. C'est l'industrie du numérique. Ça, pour le coup, il a une capacité à quand même continuer la montée en gamme très forte. Et surtout, il a un mérite, au-delà de tous les défauts dont on pourra parler aussi, c'est qu'il comprend bien qu'on n'est plus du tout dans un monde de multilatéralisme. Il est sorti du multilatéralisme en disant on a des grandes puissances qui vont désormais s'affronter, ou en tout cas, sans forcément s'affronter, mais devoir rentrer en conflit les unes avec les autres pour protéger leurs intérêts. Il n'y a plus ce côté dividende de la paix collectif. Encore une fois, moi je suis très déçu qu'en Europe on ne prenne pas conscience du changement de monde. Et par contre, ce que tu vois, et là qui est un ressenti purement d'américain dans les urnes, c'est que la dynamique MAGA, elle s'essouffle. Ah ouais. Voilà, tu vois bien. Partout, il y a eu des élections localement, c'est quand même la quasi-totalité des démocrates qui l'ont remporté. Ah, c'est fou, c'est fou. Tu vois, New York, Miami, Miami par un bastion, quand même. C'était pas gagné du tout que ce soit un démocrate qui l'emporte. Ouais, parce qu'ils ont peut-être peur de la dictature, de toute façon. Puis si tu veux, on finit par jouer avec des règles très dangereuses, parce que comme tu dis, c'est-à-dire on a le droit, je pense, de faire bouger les lignes, et moi je crois qu'il faut arrêter les carcans, parce qu'en Europe, on est enfermé dans des carcans réglementaires insupportables. Par contre, vouloir complètement détruire l'état de droit, c'est pas non plus une bonne idée. Enfin, chaque entreprise sait bien que Dieu merci, il y a la propriété privée, parce que sinon, on finirait par me siphonner mes innovations. Donc faut pas, l'outrance de l'autre côté, elle est pas bonne non plus. Et c'est vrai que parfois, il a quand même eu des prises de position qui peuvent inquiéter même le monde de l'entreprise. Je veux dire, on voit des JP Morgan ou autres qui étaient quand même pas les plus anti-Trump commencer à se poser des questions. Donc je pense qu'il faut quand même être un peu... c'est une lecture qui est un peu double. Il faut bien voir des réussites et des prises de conscience qu'il a eues pour les États-Unis. Je pense que plus jamais ils seront aussi naïfs, notamment d'un point de vue... Enfin, eux, ils le sont beaucoup moins, mais en tout cas, sont rentrés dans des confrontations ouvertes et déclarées avec énormément de régions dans le monde. Et le monde va vers ça, je veux dire, au fond. Donc nous, ça nous pousse en plus à réagir. Néanmoins, il ne faut pas penser que c'est une très grande réussite sur le plan intérieur. Je veux dire, il y a quand même... Ouais, c'est entre ce qu'il dit et ce qui est la réalité, il y a un décalage. Ouais. Ok. J'aimerais bien qu'on termine sur l'épisode sur un registre un peu plus personnel, ce qui est déjà pourquoi toi t'es devenu économiste, et j'ai envie de te demander aussi, tu vois, il y a plein dans le sujet de dérèglement climatique par exemple, il y a beaucoup d'experts, beaucoup de scientifiques qui s'engagent pour en fait démontrer que le problème est réel. Tu vois, quand tu vois un Trump justement qui va être capable de dire non mais les gars, tout ça c'est du sifflet, Miami sera jamais sous l'eau, continuons à forer du pétrole en Arctique, c'est très bien. En fait, il y a tout un tas de scientifiques qui s'engagent aux US et ailleurs évidemment pour démontrer qu'en fait si, il va y avoir on va se prendre des énormes problèmes, et c'est déjà le cas en fait. Sur le plan économique, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu Raymond Barre, il y a eu l'époque Raymond Barre, les grands économistes à la française, Pasqua, enfin tu vois, tous les gens, Strauss-Kahn avant qu'il tombe pour ses problèmes de cul. Tu vois, donc il y a eu quand même toute cette dynamique de grands économistes qu'on écoutait, qu'on respectait, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves qu'il y a encore des grands économistes? C'est quoi leur rôle? Et puis toi, pourquoi tu l'as fait? Alors ça fait 3 questions en une, j'aime bien poser plein de questions en même temps, je perds les choses, mais voilà. Alors je commence par la première. Comment je suis devenu économiste? Souvent, comme beaucoup, c'est des histoires de belles rencontres d'un professeur qui te marque et tu finis par dire mais ce type m'a l'air super intelligent, moi je veux devenir comme lui.
Je pense notamment à certains qui m'ont beaucoup marqué. Et évidemment, très vite... À la Sorbonne, notamment. Alors, ça a commencé dès Orléans. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans une université comme quoi, c'est ça aussi, l'ascenseur social, c'est de commencer dans une université qui n'est pas la plus réputée de France, loin de là, pour former des très bons économistes, et de voir que la passion m'a pris, et je me suis mis à écouter de l'économie matin, midi, soir. Je n'ai pas arrêté d'en manger. Et à la fin, on finit par se dire, et si j'allais à Paris peut-être pour poursuivre mon cursus? J'ai été aidé parce que c'est fait de rencontres incroyables. Moi, les planètes se sont alignées. Et puis au final, le petit gars qui sortait d'une ville taille moyenne et qui n'était pas complètement, prédisposé à faire ça, finit par adorer la matière et être passionné. Ensuite, qu'est-ce qui m'a donné vraiment, pour être très franc avec toi, l'énergie que j'ai aujourd'hui, c'est justement le côté très opérationnel. C'est-à-dire que l'économiste, et peut-être son problème actuel, c'est d'être, à mon humble avis, mais en tout cas, c'est pas comme ça que moi je perçois le métier, mais je respecte ceux qui le voient différemment, très théoricien. C'est bien la théorie, et je reconnais que la sphère des pairs en économie est très efficace, mais moi je rêvais d'être quelqu'un qui a un tout petit bout d'impact sur le réel. Pour être franc, moi j'ai jamais eu le courage de monter une structure moi-même. J'ai toujours envié la capacité des entrepreneurs à le faire, et je me suis toujours dit, à ma manière, il faut que je contribue à la réussite de cette chose-là que j'ai pas en moi l'énergie pour faire, et donc je vais m'intéresser quand même à ce qui est, parce que à la fin j'ai des convictions, parce qu'un économiste c'est quand même ça, hein, c'est un type, on n'est jamais complètement neutre, on a tous des biais, voilà, croyances, des convictions. vécus. Mais moi je trouve ça sain, je veux dire honnêtement. Bien sûr. Et moi j'ai une conviction, c'est que d'une part je crois à la prospérité, je crois que le bien-être collectif, tu l'as par la prospérité, et la prospérité c'est d'abord le monde des entreprises qui le crée. Donc en fait, et c'est là où Rexecode pour moi a été une opportunité absolument dingue, c'est que c'est juste un institut dont le mantra, l'ADN, c'est porter la croissance des entreprises françaises. Bon, là j'ai mis les deux pieds dans quelque chose qui me correspond complètement, qui est de dire, moi quand je me lève le matin, c'est ça, c'est-à-dire que je me bats pour que peut-être à un moment donné sur la politique économique, on ait des bonnes nouvelles, parce qu'on a répété inlassablement que si on prenait cette mesure de taxation supplémentaire, de surtaxe d'imposition sur les sociétés, ou d'absence de baisse d'impôts de production alors qu'on sait qu'on est trop haut, je me dis toutes ces petites victoires, tout ce qu'on peut avoir, même si des fois on sait que c'est que 1 an de sursis, il va falloir repartir au combat, tout ce qu'on peut obtenir pour faire en sorte que le cadre dans lequel évoluent les entreprises est le plus favorable en France, qu'on puisse le faire, ça me motive de dingue. Voilà, donc ça c'est un peu mon rôle. Et est-ce qu'on a toujours des grands économistes? Oui, mais comme je te le disais, c'est peut-être un des problèmes, et d'ailleurs c'est un peu en train de changer. On a beaucoup d'économistes qui sont exprimés entre pairs, des types qui n'avaient pas les mains dans le réel. Moi je pense qu'on a besoin, mais c'est la société qui nous le montre et qui nous le dit, que les sciences soient connectées au réel. Et certes on est une science sociale, on n'est pas une science dure, mais on a des applications très concrètes dans la vie de tous les jours. Donc il faut que les idées s'opposent, qu'on s'affronte, et il faut vraiment pas avoir peur. L'économie et la politique, c'est pas antinomique. C'est-à-dire qu'au fond, on fait des recommandations de politique économique, c'est dans le nom. Donc il faut assumer ça. On a tous des convictions, on essaie de les démontrer de manière extrêmement sérieuse, et à la fin, il faut porter nos idées. Mais moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le métier d'économiste aujourd'hui. C'est pas un type perché, je ne sais où, en tout cas, il ne faut pas qu'il le soit, mais il doit être dans l'arène, dans le ring, en partie, en tout cas en ce qui me concerne, du côté des entreprises, pour essayer de gagner des batailles culturelles très importantes, mais qui, encore une fois, parce que je pense qu'à la fin, c'est bon pour le pays, je le fais pas pour... Je crois vraiment que le bien-être collectif, il part de là. C'est que si on est collectivement prospère, on voit bien que le sujet numéro 1 des Français, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il se crée comment? Parce qu'on a des entreprises qui font du chiffre d'affaires et qui peuvent payer des rémunérations. Ça passe par là. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, et j'espère vraiment continuer un sacré bout de temps, et qu'on obtiendra des belles victoires, parce que moi, je marche aux victoires. J'espère surtout que tu seras donc le nouveau Raymond Barre français. Ce serait beaucoup dire, mais d'ici on va y quelques tendre années. en tout cas. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup Anthony pour Merci, cet Mathieu. échange hyper franc, hyper Très sympa, éclairant, très honnête. Enfin, tu vois, j'espère que ça aura répondu à plein de questions de nos auditeurs, et surtout redonner un petit peu la pêche sur le fait de, voilà, on a des solutions. Il faut aussi que les Français se responsabilisent pour acheter du béni de France, pour Exactement. s'engager en politique, pour se faire représenter. Et puis voilà, on est capable quand même on a tellement d'intelligence en France. Et Ne faisons pas fuir ceux qui ont le Exactement. plus d'énergie, et on va y arriver, quoi. Et cette énergie, on va en faire des projets. C'est ça le sujet, c'est qu'on va faire bouger les lignes, mais pour de vrai. On va pas simplement justement se le dire, mais il faut être beaucoup plus proactif, et je pense qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Bon, bah écoute, passe de C'est très sympa bonnes comme fêtes. programme. Ouais, c'est sympa. On aime Anthony. Super. Et on part en 2026, et ça va le faire. Avec Moi, la je pêche. crois en la France, vraiment, sincèrement. Merci Anthony. À très bientôt. Vite. Merci. Bye bye.